un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un maximum d'auditeurs. Vous pouvez aussi partager ce Facebook Live auprès de vos amis en utilisant Messenger. Merci pour votre patience. Le Facebook Live de Droit Citoyen va démarrer dans un instant. Pensez à partager ce Facebook Live sur votre profil, groupe ou page Facebook pour toucher un... Bonsoir et bonsoir à tous et à tous. Merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur la page Facebook Droit Citoyen, le média libre et citoyen. Aujourd'hui pour l'émission Quoi qu'il arrive, on va parler de stratégie, de guerre, on va parler de plein de choses qui remontent pas forcément le moral, mais c'est justement l'inverse. On va tout faire pour vous remonter le moral et avec du monde ce soir, on va accueillir 3 invités. Alors pour ceux qui nous ont déjà suivis la semaine dernière, donc on va pouvoir redire bonjour à Nicolas Farkas qui nous a suivis la semaine dernière, qui est avec nous. Alors je vais mettre tous les écrans parce que comme je fais tout, je suis au four au moulin. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Ça va très bien. Écoute, oui. Donc avec nous ce soir, donc on va accueillir quelqu'un d'important qui est Laurent Mukeli. Tu peux le présenter? Est-ce que je peux présenter Laurent Mukeli? Bah peut-être on le laissera se présenter. De toute façon, ça sera un peu le fil de notre émission. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est sociologue au CNRS, qu'il a participé à ce qu'on voulait pas mettre dans le titre de l'émission, Vincent, mais à ce que les grands médias dominants ont appelé le rassurisme. Ouais. Un peu, voilà. Et donc peut-être il nous en dira un mot. Et puis voilà, je pense que c'est bien s'il peut se présenter lui-même après. Alors donc ce soir, le nom de l'émission c'est Quoi qu'il arrive. Bon, on l'a spécialisé, donc guerre sanitaire, 2 petits points, la stratégie de la peur en question. Ouais. Donc on va tout remettre en question ce soir. Et on n'oublie pas Pierre quand même, si? Oui, non mais je commence avec toi, mais toi tu vas présenter, tu vas présenter Pierre, et puis après tu vas présenter Laurent Mukeli qui est avec nous ce soir. Pareil. Ouais, Pierre, de toute façon, si vous avez déjà suivi l'émission, vous le connaissez. Si vous n'avez pas suivi l'émission, Pierre, il a une chaîne qui s'appelle Décoder l'écho. Il fait de la statistique. En fait, il étudie la démographie, mais pareil que Laurent, je pense que tu pourras te présenter rapidement, Pierre. C'est peut-être le mieux. Pierre, ça va être la 5e ou 6e émission qu'on fait ensemble, donc voilà. Oui, Pierre. J'y aille. Oui. Salut, oui. Ce qu'on appelle les aléas du direct. Oui, ouais. C'est ça, sans transition. Voilà. Donc oui, Pierre, j'ai une chaîne qui s'appelle Décoder l'écho. Ça fait 5 ou 6 fois que je participe à cette émission. Et donc, mon objectif sur ma chaîne, c'est d'étudier différents indicateurs, pas que la démographie. À la base, c'était plutôt de l'économie, ce que je faisais. Ouais. Mais il se trouve que l'actualité tourne beaucoup autour de la démographie. Donc, j'ai réalisé un certain nombre de vidéos sur la mortalité notamment, qui est celle de 2020, celle des années antérieures, pour comprendre ce qui se passe là-dessus. Et donc, c'est déjà ce sujet de mission qu'on faisait la semaine dernière. Voilà, alors, je vais juste avoir une question technique, Pierre, si tu veux bien remonter ta tête sur l'écran, parce que là, t'es trop bas en fait. Ce serait parfait. Ouais, mais je suis petit, je suis désolé. Hein. Alors que ce soir, apparemment, ça bug pas sur le Facebook Live. En tout cas, si vous souhaitez commenter, si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à le faire. On va essayer de suivre vos commentaires en direct sur la page Facebook droitcitoyen.info. Et notre troisième invité, Nicolas. Ouais, et donc sans plus tarder, Laurent, je te laisse te présenter. Peut-être commencer, si tu veux, par l'histoire de cette tribune de ces tribunes, mais il y en a une en particulier qui a été censurée, on va dire. L'histoire de ces tribunes qui t'ont fait rentrer dans le camp des rassuristes, on va dire. D'accord. Et peut-être ce que tu penses de ce mot, Moi, je l'aime pas, mais je sais pas si tu as un avis sur ce mot-là. Oui, bien sûr. Ouais. Je commence par me présenter en 2 mots. Donc, je suis effectivement sociologue, directeur de recherche au CNRS, ce qui a une implication immédiate très importante, parce que ça veut dire que j'appartiens à ce que j'appelle le service public de la recherche. Mais mon activité scientifique, la règle éthique numéro 1, c'est le désintéressement. Donc, c'est très important à dire tout de suite. Je n'ai aucun intérêt à dire ce que je dis. J'ai même plutôt tout à perdre qu'à gagner, on va dire, à tenir un point de vue iconoclaste depuis le début, en fait, depuis le mois de mars. Voilà.
Donc, première chose importante, voilà, je n'ai pas d'agenda caché, je n'ai pas d'enjeu caché, d'aucun type que ce soit. Je ne suis d'ailleurs, par ailleurs, je ne serais pas obligé de le dire, mais je le dis quand même au passage, je ne suis également membre d'aucun parti politique. Voilà, j'ai absolument aucune forme d'enjeu caché. Ma ligne intellectuelle et morale consiste à rechercher la vérité et sans autre enjeu que celui-là, celui de la connaissance. Voilà. Les petites étiquettes, pour te répondre très rapidement, les petites étiquettes, j'en pense globalement du mal. Qu'il y ait des catégories pour organiser le réel à la pensée, c'est bien normal. Mais par contre, ce genre d'étiquette est typique d'un certain travail polémique qui consiste en fait à inventer des étiquettes pour stigmatiser les gens. C'est pas pour penser globalement un espace intellectuel, par exemple. Non, c'est fait très clairement pour stigmatiser d'emblée. Ce sont des étiquettes qui visent à vers ça. Voilà. J'ai eu pire que ça, à vrai dire. Mais bon, voilà. Ça, c'est le truc classique. Pour le coup, c'est une invention des journalistes. C'est une des choses dont il faudra qu'on parle d'ailleurs à un moment donné dans la soirée. C'est-à-dire que comment se fait-il que dans notre démocratie en 2020 en France, le problème ne soit pas simplement comment un gouvernement diffuse des formes de propagande, ce qui est le cas de la quasi-totalité des gouvernements dans la quasi-totalité des pays. La question, c'est comment se fait-il que les médias, loin de constituer un quelconque rempart par rapport à ça, sont au contraire le meilleur serviteur et le meilleur relais amplificateur de cette propagande. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lourd, beaucoup plus profond, beaucoup plus dérangeant, évidemment, même si c'est pas nouveau. J'aurai l'occasion par exemple, de rappeler le travail de Noam Chomsky qui remonte déjà à la fin des années 80, la fabrique du consentement. Bon, on est complètement là-dedans, très clairement. Le dernier papier que j'ai écrit, que je vais publier dans les jours qui viennent, là, qui s'appelle la doxa du Covid, va décliner ça, et ça, c'est quelque chose qu'il faudra. Voilà. Donc, rassurez, c'est une invention des journalistes pour stigmatiser un ensemble d'intellectuels. Donc voilà, on a des journalistes qui non seulement ne sont pas un contrepoids quoi que ce soit, mais qui deviennent eux-mêmes des acteurs extrêmement importants pour relayer un certain discours, qui prennent parti, qui ont quitté toute forme de neutralité. Voilà, c'est de même manière que j'ai rencontré des phénomènes de censure, comme d'autres évidemment. Alors justement, est-ce qu'on peut évoquer la tribune qui avait été refusée au mois de septembre? Oui, en fait, il y en a eu plusieurs, donc je vais essayer de pas m'y perdre. J'ai pas mes notes sous le nez. Alors Renaud, moi j'ai retenu celle qui était intitulée, donc il est urgent de changer la stratégie sanitaire face à la Covid-19. Donc il y avait près de 300 scientifiques, 350 universitaires, scientifiques, professionnels de santé, qui critiquent la dérive de la politique sanitaire du gouvernement français. Alors j'en ai écrit 4 en fait, des tribunes entre au dernier trimestre, et la 4e doit dater plutôt de janvier 2021, contre la perspective éventuelle d'un 3e confinement. Donc j'en ai écrit 4 qui ont effectivement toutes été signés entre 300 et je crois 600 même pour une d'entre elles, universitaires, professionnels de santé, principalement des médecins généralistes parmi les médecins, et je me suis heurté effectivement à plusieurs reprises à des phénomènes de censure. Alors selon c'est très clair, et donc il faut le savoir, c'est-à-dire que le processus est très simple, c'est-à-dire voilà, j'ai écrit une tribune, j'ai une liste de signataires, je contacte le responsable de la rubrique opinion, idées, débat, ça prend un nom vaguement différent selon le journal, et je lui soumets la proposition. Et ce qui s'est passé à plusieurs reprises, c'est le journaliste que j'ai au bout du fil me répond en disant bah ouais, c'est intéressant. Ok, envoyez-moi votre version définitive tel jour avant telle heure, qui dépasse pas telle taille, et puis votre liste de signataires, et puis après on discute des trucs techniques, le papier, la version électronique, blabla. Ok, donc je fais ça, mettons, donc la deadline c'est demain 16h, j'envoie mon truc demain à 15h, mettons, tout roule, le mec me répond, bien reçu, parfait, merci, blabla, et puis ça doit paraître, mettons, à 19h, truc comme ça. Et le gars m'appelle à 18h30 en me disant je suis désolé, mais ça ne paraîtra jamais. Ma rédaction en chef ne veut pas le publier. Point. Voilà. Sans aucune forme d'explication, sans un mot de personne. C'est juste on va pas le faire, et c'est parce qu'au dernier moment, voilà, la rédaction en chef a censuré. Ça s'appelle, il n'y a pas d'autre mot que ça s'appelle la censure. Et qu'est-ce qui dérangeait dans cette tribune? Comment? Qu'est-ce qui dérangeait dans cette tribune?
Ou qu'est-ce qui pouvait déranger? Moi, je peux pas y répondre, mais sauf de manière très générale, c'est-à-dire que ce qui dérange un certain nombre de rédacteurs en chef, c'est toute parole, a fortiori évidemment si derrière il y a des centaines de médecins et d'universitaires, évidemment, hein, donc ça leur fait encore plus peur, qui viendraient mettre en question ce que j'appelle la doxa, hein, qui viendraient mettre en question la vision du monde, le discours officiel, le discours qu'il faut tenir, ce qu'il faut penser. Dès qu'on vient de le mettre en question d'une manière en plus argumentée et signée par des gens qui ne sont pas les premiers abrutis venus, oui, surtout, ça dérange, ça fait peur. Voilà. Donc ça m'est arrivé dans plusieurs journaux. Il y en a certains que je n'essaye même plus tellement de toute façon ils ont passé leur temps à dire toutes les saletés qu'ils pouvaient dire sur nous. Donc voilà. Mais ce phénomène-là m'est arrivé à plusieurs reprises, c'est-à-dire un premier journaliste qui dit OK, ça fait partie du débat, c'est super, c'est intéressant, hein, et puis qui me rappelle en disant ça ne passera jamais, point. Et c'est donc le rédacteur en chef qui bloque, celui qui est directement relié aux actionnaires. Directement relié aux actionnaires d'un côté et au pouvoir de l'autre, parce que c'est quelque chose que je raconte dans cet article. C'est à la fois connu et pas connu. Il y a bien sûr une dépendance croissante des médias à l'égard de leurs propriétaires et de leurs actionnaires, avec des phénomènes de concentration qui font que, en gros, il y a une dizaine de milliardaires, de grandes familles, qui tiennent 90% de la presse. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'un autre côté, le tout petit peu de contrepartie ou de contre-pouvoir vient d'autres sources de financement. La première d'entre elles étant l'État lui-même, hein, qui en fait distribue des millions d'euros à la presse, hein, essentiellement, donc bien au-delà du service public lui-même, hein, du service public audiovisuel en particulier. Donc là, on n'est pas étonné évidemment. Est-ce que je peux me permettre de glisser un petit truc, parce que justement là, on parle du fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est déversé dans la presse. Donc, est-ce que d'un point de vue général, hein, on va peut-être hors sujet, mais c'est juste une parenthèse. En parlant de la liberté de la presse, nous, on nous qualifie par exemple de médias indépendants. Alors que la presse, en général, elle doit être indépendante. Donc là, il a mis un point quand même assez important en ce qui me concerne, Laurent, c'est que en fait, il dit que comme il y a des actionnaires derrière, il y a de l'argent. Donc la liberté de la presse, on peut pas dire que la presse est libre en France. Il y a des intérêts économiques derrière. Donc ça, c'est une notion très importante. Donc si aujourd'hui, ce qui est vendeur, pour revenir sur la thématique de ce soir, la guerre fait peur, donc la guerre fait vendre. Donc ça crée de l'audimat. C'est ça un peu le processus? Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il faut tracer les flux financiers et se demander à chaque fois qui paye les gens qui parlent. Ça, c'est tout à fait certain. Hein. Et vraiment, ce qui est nouveau, on va dire en réalité, c'est donc d'une part, il y a cette dépendance accrue à l'entreprise capitaliste dans tout ce qu'elle a de plus sauvage au fond. Hein. Là, les grandes familles, les milliardaires dont on parle, sont des gens qui vont acheter des journaux, comme par ailleurs ils vont acheter d'autres choses. Ce sont juste des produits. Hein. Bon. D'une part. D'autre part, c'est ce phénomène de subvention par l'État, hein, qui est quand même. Oui, on n'en parle pas beaucoup. Mais non, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est parce très que les gens important. savent pas, mais la presse est subventionnée. C'est un secret de polichinelle quand même quand on. C'est pas secret. Hein. Ça que de savoir qu'il y a quand même un certain nombre de journaux de presse, la presse écrite, qui auraient tout simplement disparu ces dernières années si l'État n'était pas venu à leur secours. Hein, quasiment tous. Hein. Ben oui, ils enchaînent les plans sociaux les uns après les autres. Et bon voilà. Et puis la troisième chose qui est elle beaucoup plus récente et donc on a vu exploser pendant le traitement politico-médiatique de la crise, c'est une troisième source de financement qui est arrivée massivement dans la presse ces dernières années, qui sont les géants de l'Internet, en particulier Google et Facebook. Et en particulier au travers de ce nouveau sous-produit au fond du journalisme qui est le fameux fact-checking. En réalité, le fact-checking que moi j'estime être un énorme cache-misère. C'est une énorme blague, le fact-checking. Hein. C'est-à-dire que les médias ont de moins en moins de capacité, pour ne pas dire, n'en ont quasiment plus aucune capacité à faire du journalisme d'investigation. Hein. Le journalisme d'aujourd'hui, c'est un gars devant son ordinateur, avec un gars, une fille devant son ordinateur, avec un téléphone. Et point. Qui va parler de gens qu'il n'a jamais rencontrés et d'endroits où il n'a jamais mis les pieds dans l'article qu'il va faire. Parce qu'on lui a demandé de faire un article super vite et machin. Bon, c'est ça le journalisme moderne. Or, loin, ce qui devrait inviter quand même un petit peu de prudence et un petit peu de modestie. Or, c'est le contraire qui se passe.
C'est le contraire qui se passe, puisqu'on met tous les journaux, les radios, les télés, ils font tout ça maintenant, mettent en avant au contraire des journalistes dits fact-checkers qui arrivent en nous disant « moi je vais vous expliquer le vrai et le faux ». Ce qui est d'un niveau de prétention absolument incroyable. Alors des fois c'est sur des questions très simples. Est-ce qu'un tel a vraiment dit que machin, ou est-ce que le gouvernement a vraiment fait voter tel truc? Bon, ok, il suffit d'aller vérifier 3 sources et c'est réglé. Mais des fois c'est des questions beaucoup plus importantes. Et donc c'est quand même un comble qu'on a on arrive à un point. Hein, donc on a un journalisme qui fait le moins d'investigation qu'il a jamais fait et qui pourtant prétend le plus possible expliquer aux gens quelle est la vérité. Ça devrait nous poser question. Et donc ces rubriques-là sont celles qui sont aujourd'hui payées en fait par Google et Facebook. Le site entier qui prétend classer par exemple tous les sites selon qu'ils sont flables ou complotistes du monde est payé par Google. Les fact-checkers de Libération, qui sont parmi ceux qui nous tapent le plus dessus d'ailleurs, mais vraiment à longueur de journée, c'est une politique systématique qu'ils ont adoptée, sont payés par Facebook. La réalité, c'est ça. Donc ça, ce sont des évolutions quand même très importantes qui posent une grosse question hein, sur ce que c'est que le journalisme, la place qu'il tient aujourd'hui et le décalage entre l'histoire qu'il se raconte à lui-même. Hein. Il y a encore des gens pour écrire que le journalisme, c'est un contre-pouvoir dans la démocratie. Oui, mais alors, mais il y a une histoire. Il y a une histoire. Mais ça Il y a une histoire à tout ça. Ça se crispe en ce moment. Peut-être on va revenir là-dessus tout au long de l'émission quelque part, d'une certaine manière. Mais la crise, c'est un révélateur. Mais ça, c'est des choses que tu dis aussi, Laurent. De toute manière, la crise, c'est un moment où ça révèle les choses, ça amplifie. C'est une dérive qui a déjà quelques années. Quelques dizaines d'années peut-être ce qu'on est en train de décrire, mais il y a eu un moment où c'était. Mais alors, est-ce que ça fait partie de la stratégie, ce que nous on a appelé guerre sanitaire, la stratégie de la peur en question? C'est ce qu'on va essayer de démonter. On va peut-être essayer d'y revenir. Peut-être, Pierre, c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux par une vidéo que tu as fait sur la stratégie du choc, que je vous conseille vraiment vivement, qui est toujours d'actualité, qui est maintenant descendue en flamme par les algorithmes. Il faut vraiment aller chercher pour la voir, mais ça c'est une censure particulière qui est, moi j'appelle ça la censure algorithmique. Donc c'est pas censuré en fait, hein, mais de fait ça n'est pas vu. Donc si ça n'est pas vu, c'est quelque part que c'est censuré quand même. Et du coup, dire un mot. Oui, tu vas en dire un mot, Pierre. Tout à fait. La nouvelle censure aussi, on a parlé des fact-checkers aussi, et les fact-checkers sont aussi utilisés, ce qu'on disait par les référenceurs de vidéos comme YouTube et Facebook, pour mettre en avant ou pas des vidéos. Et donc, quand un fact-checker vous dit que vous avez dit ce qu'on ne devait pas dire, vous êtes tout de suite déréférencé. Et en effet, si j'ai fait un jeu il n'y a pas longtemps, j'ai demandé aux internautes d'essayer de trouver ma vidéo sur la stratégie du choc, qui a à peu près 300 000 vues, et sur son sujet en première, si on regarde le nombre de vues ou même le nombre de likes, et elle est introuvable. Vous ne pouvez pas la trouver si vous ne connaissez pas le nom de ma chaîne et si vous n'allez pas la chercher spécifiquement. Donc ça c'est en effet une censure soft, mais qui existe vraiment et qui est cachée, parce qu'on ne peut pas lutter contre et on ne peut même pas savoir qu'elle existe. Sur ce que tu disais, Laurent, il y a un truc qui est vraiment intéressant aussi, sur le fait que le nouveau journalisme, qui est le journalisme capitaliste, c'est-à-dire je dirais même pas capitaliste, je dirais financier, parce qu'en fait c'est une logique qui a été mise en place, à mon sens, par la finance, qui est de maximiser le profit le profit qu'on peut tirer du journaliste. Et donc c'est en effet, ça sert à rien de faire d'investigation parce que ça coûte cher et que la vérité on s'en fout. Et donc il s'agit de réussir à faire de l'article au kilomètre en restant derrière sa chaise, pour avoir bossé un peu là-dedans. Quand on veut se faire publier par un article par un journaliste en écrivant quelque chose, surtout on lui envoie un mail avec un titre en haut accrocheur, un schéma déjà écrit, un petit paragraphe de 4 lignes, comme ça on sait qu'il fait copier-coller, et c'est comme ça qu'on a plus de chances d'être diffusé. C'est ce qu'on fait quelquefois sur ITW, notre deuxième média. Donc oui, mais ça facilite le travail. Absolument, mais quand tu sais que les journalistes dans les grands journaux ne posent que comme ça pose un problème. Et ça fait quelque chose aussi par rapport à ce que tu disais, Laurent, c'est qu'évidemment, plus on a des journalistes qui ne bossent pas leur sujet et qui ne connaissent pas leur sujet, plus ils sont sûrs d'eux. Parce qu'évidemment, dès qu'on cherche à creuser un sujet, plus on cherche, plus on doute, et plus on se rend compte qu'il y a des nuances et qu'en fait, on peut pas trancher. Et donc, d'ailleurs, comme ça, on apprend ça aux enfants. Tout petit, on leur dit des vérités crues. En disant tout blanc ou tout noir, parce que c'est comme ça qu'on les construit, et c'est en grandissant qu'ensuite on apprend les différentes nuances et qu'on s'ouvre au monde en doutant de plus en plus de tout. Et donc là, on a des journalistes qui doutent pas, et donc ils assènent des vérités, et la seule manière pour qu'on puisse avoir des journalistes qui n'assènent que des vérités, c'est surtout qu'ils n'aient pas de connaissances et qu'ils ne creusent pas les sujets.
Oui. Ça s'auto-entretient. C'est des paradoxes qui ne sont qu'apparents, mais est-ce que tu peux nous faire le lien entre la stratégie du choc et ce qu'on a appelé dans cette émission la stratégie de la peur? Parce que c'est peut-être évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Oui, alors je vais dire juste un dernier petit point sur ce qu'a dit Laurent. Ouais. Je pense qu'il faut pas rater non plus. Tu as parlé, Laurent, de l'intérêt financier, de l'intérêt du pouvoir aussi pour entretenir ça. Je pense aussi qu'il y a un intérêt massif, malheureux des gens et que tout ça s'auto-entretient aussi. On parlait de Google. Si vous regardez les recherches Google depuis décembre du coup de l'année d'avant, vous voyez que la recherche numéro 1 des gens à 6 heures le matin, c'est précis, on peut regarder les heures, c'est coronavirus. Le matin, à 6 heures, les gens en se levant, la première recherche qu'ils faisaient, c'est qu'ils voulaient la dépêche et la ASP qui allait leur parler de ce truc-là qui faisait peur. Et donc, c'est aussi cette recherche de peur dans un monde financier, comme c'est ce qui fait vendre, fatalement, on a aussi derrière, on pousse aux fesses les journalistes pour qu'ils entretiennent ça, parce que finalement, c'est ce que les gens veulent. Donc, il y a aussi une troisième responsabilité, qui est une responsabilité populaire, peut-être par manque de recul et d'éducation là-dessus, j'en sais rien. Mais donc, il y a dans le chemin de cause à effet, tout ça, c'est assez circulaire. Hein. Les journalistes appuient en faisant peur aux gens parce qu'ils pensent que ça va marcher et que du coup, ils vont demander. Mais derrière, les gens redemandent. Donc finalement, je pense que tout le monde. Oui, c'est un phénomène d'emballement. Hein. C'est un phénomène d'emballement. Et c'est ce qu'on appelle aussi la course au clic. Parce que forcément, et c'est aussi une stratégie. C'est aussi une stratégie économique, bien entendu. Qui est discutée ouvertement d'ailleurs. Hein. Moi, en fait, c'est intéressant parce que Laurent, toi, tu fais vraiment un travail universitaire sur plein de choses. En fait, on n'aura vraiment pas le temps de balayer tous les sujets en 1h30, c'est sûr et certain. Moi, je vous conseille vraiment vivement. Il y a peu d'interviews de Laurent, mais il y en a une qui a été faite avec les d'économistes et les amis du monde diplomatique, qui est en 2 parties, une de 3/4 d'heure, une de 40 minutes. La première, c'est le moment où tu expliques toute ta démarche. Moi, je trouve que c'est très complet et c'est très intéressant. Pierre, toi, tu vas travailler le sujet plutôt sous l'angle des statistiques. Et nous, on a fait ça. En fait, c'est pas pour rien qu'on se retrouve, qu'on se retrouve là. Il y a une intuition. Et ce qui est intéressant, c'est que tu donnes de l'épaisseur, Laurent et Pierre aussi, au niveau des chiffres. Et cette stratégie de la peur, moi, je suis pas universitaire, je suis un peu feignant des fois, mais je m'inflige beaucoup de C. Je l'ai déjà dit dans cette émission, les C dans l'air, les C politiques. Il me semble, ça m'est venu tout à l'heure, il me semble que c'est non seulement un lieu, moi j'appelle ça le service public maintenant, hein, j'enlève le R, et que spécifiquement ces trucs de C là, c'est dans l'air en particulier d'ailleurs. En fait, c'est plus que juste de la propagande. J'ai l'impression quelque part que c'est aussi un lieu d'élaboration de cette pensée, de cette doxa. Et Laurent, peut-être si tu peux nous expliquer avec des mots simples ce que c'est la doxa. Mais pour finir sur ça, dans l'air, on a eu vraiment cette discussion-là ouvertement devant les téléspectateurs de dire bah oui en fait le gouvernement il a pas la confiance des gens parce qu'en gros ils le disent pas comme ça hein, mais ils le disent explicitement parce qu'ils prennent les gens pour des cons depuis trop longtemps, donc du coup ils sont obligés de faire peur et ah oui c'est bien, qu'est-ce que vous en pensez, oui c'est bien, c'est pas bien, voilà, ça fait des mois qu'ils s'en parlent ouvertement, ils sont pas cachés en fait quoi. Et donc il y a une élaboration en live de cette doxa. Alors doxa, qu'est-ce que ça veut dire, peut-être Laurent si tu peux l'expliquer, je sais pas si c'est facile à expliquer, hein, t'en as déjà un peu parlé, mais. Oui, pas de souci. Juste une précision, je suppose qu'on pourra mettre par la suite quelques liens sous la vidéo pour que les gens retrouvent les sources de tout ce qu'on raconte, hein, et en particulier, moi, tout ce que je raconte a été écrit, sourcé, etc. Bon, pour simplifier le plus possible, la doxa, c'est la parole qui s'impose comme légitime. Hein, c'est le discours imposé par légitime. Par qui? Par les gens qui ont évidemment intérêt à s'auto-légitimer en construisant leur situation de monopole de cette parole. Et ce monopole, donc c'est un mot ancien qui a été en sociologie, qui a été popularisé par Pierre Bourdieu. Bourdieu qui ajoutait d'ailleurs un autre concept intéressant ici à utiliser, qui est celui de sociodyssée, qui consistait à dire cette doxa, ce discours légitime, c'est celui qui est donc tenu par les élites
pour se légitimer en tant qu'élite, et elle se légitime notamment quand on est en démocratie. Autrefois, ça allait être évidemment par d'autres armes, au propre comme au figuré, mais dans une démocratie moderne, elle se légitime notamment par la compétence, le savoir et la compétence. Nous savons à la fois quels sont les problèmes, nous savons quelles sont les solutions, nous savons ce qui est bien pour vous, et point final. Et toute chose qui viendrait d'une manière ou d'une autre chercher à mettre en question cette compétence, cette légitimité, y compris à savoir ce qui est bien pour vous, y compris si c'est contre votre avis, votre opinion ou votre sensation, peu importe, tout ce qui vient contre ça doit donc être délégitimé. Donc ça, c'est le principe de base, et c'est là évidemment que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là que les médias ont joué auraient pu jouer un rôle fondamental de contre-pouvoir en disant ben non, il est légitime de se poser des questions, de critiquer, de vérifier, etc. Et c'est là où on constate qu'ils ont fait absolument l'inverse. Donc ils sont devenus eux-mêmes des acteurs centraux de la doxa. Et alors c'est effectivement le résultat d'une évolution, hein, mais comme Nicolas le rappelait tout à l'heure, et c'est effectivement très juste, et c'est ce que j'ai écrit à plusieurs reprises, les crises ne fabriquent rien de nouveau, elles sont des révélateurs. Hein, tout d'un coup, elles nous font voir beaucoup plus clairement des tendances, des choses qui vont éclater à ce moment-là. C'est la crise qui explique ce phénomène de crispation, parce que même si c'est un phénomène qui était commencé, enfin je veux dire la concentration des médias, le travail d'Acrimed, les travaux que tu cites, Laurent, la quadrature du net aussi que je t'ai entendu citer, ces gens qui sont importants, ça fait un moment qu'ils bossent là-dessus, mais il y a quand même eu un phénomène de crispation de ce discours dominant en fait, qui a été mais spectaculaire. Moi je surveille ce truc-là depuis longtemps, toi aussi, Pierre aussi en fait, mais je sais pas si vous avez constaté ce phénomène de crispation, c'est ce dont on parle tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un effet de seuil qui a été franchi ou pas, ou c'est juste une impression que j'ai? Là, il y a eu un effet l'espèce de légitimation de la censure, où on a fait croire aux gens qu'il était normal d'en faire taire d'autres parce qu'ils étaient dangereux pour leur santé. Là, je pense qu'on a vraiment franchi un cap, notamment sur des médias ou sur des réseaux sociaux, où toute personne qui a un discours même pas critique envers le pouvoir, mais qui viendrait proposer des choses qui ne vont pas dans le même sens, même juste pour réfléchir, se fait en effet dézinguer tout de suite. Je pense que ce niveau-là, il a rarement été atteint. On a des choses qui sont faites d'un point de vue censure. La France, c'est pas une liberté de parole totale. Hein. Il y a beaucoup de limites. Hein. On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, que ce soit pour des choses historiques ou par rapport aux gens. Hein. On n'a pas le droit de dire du mal de gens comme on veut, de choses comme ça. Et là, sur ce point précis, on a en effet, je pense, franchi un cap hyper important où à partir du moment où on considère que il y a un espèce de danger potentiel ou qu'il faut protéger la population, il faut que toute personne qui annonce même des faits contraires, on le fasse taire, quoi. Oui, je confirme, hein, pour répondre aussi, moi j'ai vécu en 2020 des choses que j'avais jamais vécues de ma vie. Voilà, pour être très clair, j'avais jamais été censuré comme ça, y compris pour des choses parfois bénignes. Hein. Je vais raconter un autre exemple. Même un journal comme c'était quoi, La Croix, journal où j'ai donné très souvent des interviews dans ma carrière avec des bonnes relations, etc. C'était au mois d'août, me demande, vous vous souvenez, au mois d'août, il y a eu, en plus de la question sanitaire, il y a eu comme souvent la petite alerte sécuritaire. Hein. Tout d'un coup, on se demandait, mon Dieu, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y aurait à nouveau une explosion de la délinquance? Voilà, ce qui est mon sujet classique et tout. Ouais. On connaît bien ce truc-là. Et donc, le journal La Croix me contacte, me demande ça. Donc, j'explique pourquoi il faut une fois de plus arrêter de prendre 3 faits divers, de les mettre en série en disant, bon Dieu, ça y est, machin, blablabla, et puis c'est plus comme avant, puis de toute façon la morale fout le camp, puis de toute façon les jeunes, puis de toute façon les immigrés, puis blablabla, la soupe habituellement. Donc j'explique ça, j'explique surtout l'impact du confinement, puis de la sortie du confinement sur un certain nombre de phénomènes de délinquance, et puis j'explique aussi que la gestion de la crise sanitaire, la mise en tension de la population, les règles, la distanciation, les machins, etc., ont à leur tour créé, et je l'avais observé durant l'été à plusieurs moments, à leur tour créé des tensions au sein de la population, en particulier entre les gens qui respectent certaines règles, puis d'autres qui ne les respectent pas, par exemple.
voilà, au point de fabriquer, moi j'ai vu de mes yeux vus en direct, hein, même en vacances sur la plage, d'une bagarre qui part de choses comme ça. Hein, t'as pas mis ton masque, mais je t'emmerde, occupe-toi de tes affaires, quoi, machin, bim, bon, voilà. Donc j'explique ça avec des mots plus savants que ce que je viens de dire là, évidemment, mais très tranquillement, comme un des 5 ou 6 points du truc que j'expose tranquillement, voilà. Et ben à nouveau, le journaliste, ouais, super, machin, on le passe demain, bidule, me rappelle 1 heure après, ma rédaction en chef voudrait couper la dernière question, celle où vous parlez des conséquences de la crise du Covid sur le comportement des gens au quotidien. Je dis, enfin, voilà, donc c'est tout à fait. J'avais vraiment jamais vu ça de ma vie. Et je m'étais non plus pour faire le lien avec la question politique que vous posiez au tout début de l'émission. Je m'étais jamais non plus retrouvé dans cette situation quand même incroyable où tous les gens à qui je m'adresse ou qui m'appellent d'habitude me traînent dans la boue. Hein, je veux dire, Libération, Le Monde, qui est-ce qui nous a dit des trucs incroyables, que bon, l'Express, enfin bref, j'en passais des meilleurs, y compris, enfin bref, je peux en citer d'autres, ou inversement, je me retrouve invité, enfin on me propose, hein, j'y vais pas, mais on me propose régulièrement d'aller faire des émissions sur CNews, sur RT, sur Sputnik, sur je ne sais quoi. Bon, bref, voilà. Donc comme je les refuse aussi, bah du coup, je me retrouve nulle part. Et c'est pas un souci, hein. J'assume tout à fait. C'est une question de droiture, hein, tout simplement. Mais c'est aussi la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc oui, il se passe bien des choses quand même. Incroyable. Alors c'est pas un souci, parce que tu le vis bien, mais moi franchement c'est ce qui m'effraie le plus. C'est-à-dire que encore une fois, je ne saurais trop faire la publicité de cette interview vraiment que je trouve géniale, cette conférence interview avec des questions sur les amis du monde diplo, sur la chaîne Les Déconomistes. Vraiment, regardez-la, on mettra le lien. Alors c'est un peu effrayant quelque part. Je sais pas, c'est peut-être pas très facile d'accès. C'est un langage qui est peut-être un peu universitaire, etc. Moi, je me rends pas compte. J'ai trouvé que c'était très clair, mais tu poses des questions et tu le fais. Nous, vraiment, c'est ce qu'on fait nous depuis le début ici, mais de manière un peu intuitive. Moi, je suis plutôt activiste. Vincent, il est plutôt journaliste. Pierre a une démarche assez rigoureuse. Mais on va dire que moi, je suis plus pondéré. Voilà. Voilà. Bon, mais c'est bien. Il faut qu'il y ait un équilibre en fait. Faut pas qu'on se mette à mimer ce dont on est en train de parler. Si on peut faire vivre un peu de pluralité, je pense que c'est quand même pas mal. Bon, alors on est la pluralité, mais il faut qu'on soit une pluralité plurielle. Enfin bref, ça devient abscon. Mais il faut qu'on arrive à. Enfin, c'est grave. C'est vraiment grave que ces paroles soient plus entendues. Et alors, peut-être si on va essayer de revenir sur et stratégie du choc et stratégie de la peur et peut-être le contenu, ce qui est toi te paraît le plus saillant dans ce que tu as analysé, parce que tu as vraiment fait un énorme boulot, Laurent. Mais moi, encore une fois, sur ce qui est vraiment effrayant dans l'essai que je surveille, j'ai regardé alors ça va être une petite digression, mais j'ai regardé le C politique qui est tous les dimanches. Il y a un C politique de dimanche dernier là, et dans une semaine où on a eu un débat entre Marine Le Pen et Darmanin sur le sévice public, qui est un faux débat, qui est un mariage en fait, et en face un Mélenchon qui fait une émission chez Hanouna. C'est quand même, tu vois, ils n'en ont pas dit un mot dans ces politiques, ils en ont pas dit un mot. Et c'était une belle émission, on va dire, hein, avec Yves Coppens qui parlait des origines de l'humanité, tout. C'était sympa, à la limite, je vous la conseille, elle est pas mal l'émission. Ils ont une petite séquence dans cette émission qui est la semaine Paul. Donc ils ont un sujet principal, ils font leur joli truc pour être gentils avec Yves Coppens et tout, puis c'est intéressant. Moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent. Dans leurs 5 minutes où normalement ils résument ce dont ils n'ont pas le temps d'aborder, alors ils n'ont pas parlé de ça non plus de ce qui s'était passé dans la semaine, ils en ont pas parlé. Par contre, tu as une petite séquence avec une famille anglaise qui fait des chansons, voilà, ils prennent 1 minute pour parler de la famille anglaise, et en fait, ça m'a saisi d'effroi ce dimanche. C'est effrayant de voir avec quelle bonne conscience cette doxa, cette pensée dominante s'auto-construit, s'auto-alimente en fait. Et alors moi ça me met en panique, Alors on va essayer de pas trop se mettre en panique, et peut-être Pierre, si tu as quelque chose à rajouter, puis ensuite Laurent, si tu peux nous dire vraiment la substantifique moelle de ce que tu as creusé depuis mars en fait.
Alors juste pour rebondir sur ce que tu disais sur la censure, oui. Bon, c'est assez intéressant. Moi, heureusement, j'ai un boulot. Hein, je travaille pas du tout pour cette chaîne YouTube et du coup, il y a pas de publicité, il y a rien. Et tant mieux parce que en fait, de toute façon, j'aurais pas le droit de récupérer de la publicité vu que les sujets que je traite ne sont pas acceptables par YouTube, même quand je parle d'économie. Il faut savoir que, par exemple, j'ai même pas le droit de payer moi-même Google pour pouvoir faire référencer mes vidéos mieux que ça. J'ai essayé, j'ai pas le droit. C'est ouf. J'ai des mails de Google qui me répondent non, vos vidéos ne répondent pas aux standards parce que vous parlez de. J'en ai même un qui me dit que je parle de sujets politiques et que c'est interdit et que c'est réservé à ceux qui ont mandat pour le faire. Donc de toute façon, vu que je parle que de sujets politiques sur lesquels, moi je montre juste des chiffres qui sont publics et que j'analyse et que je fais des vidéos avec, mais j'ai interdiction de le promouvoir. Donc bon, heureusement, voilà, c'est ce qui me donne une certaine liberté de parole parce que je n'ai pas besoin. j'ai pas besoin, j'en vis pas du tout. Et voilà, c'est dans le monde dans lequel on vit. Oui, sur la stratégie du choc dont tu voulais parler, c'était ce qui moi m'avait fait, je veux pas dire un peu peur, mais du coup le danger que je voyais au mois de mars, où clairement on avait beaucoup de signes qui montraient à cette époque-là que l'épidémie qui arrivait, c'était une épidémie relativement classique de ce qui revenait de Chine, etc. Et donc la montée en mayonnaise médiatique qu'on avait à l'époque, j'avoue que je la comprenais pas. Et puis on s'est tapé le confinement en plus, et les indicateurs qu'on pouvait voir ensuite, mais toujours en décalé sur la mortalité, montraient plutôt qu'on avait quelque chose qui paraissait, on va dire, exceptionnel en nombre, mais pas en part. Et comme je le montre dans mes différentes vidéos, voilà, c'est... Donc j'étais un peu sur le cul et donc je faisais le parallèle avec la théorie Naomi Klein sur ce qui s'appelle la stratégie du choc. C'est-à-dire que lorsqu'arrive un choc à un moment donné dans une économie, ça peut être par un choc bancaire ou un truc fait exprès, ou bien une guerre qui arrive de l'extérieur, ou bien un tsunami, quelque chose qui détruit l'économie. Derrière, il y a un énorme danger pour qu'il y ait une certaine caste politique, et donc elle cite beaucoup les néolibéraux avec beaucoup d'exemples à l'intérieur, qui profitent de ce choc pour imposer leur agenda politique, si on veut, quoi. Ceux qui accusent Naomi Klein de conspirationniste qu'elle dit dans son bouquin qui fomente le coup et que c'est un complot, c'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle dit que voilà, quand il y a une grosse crise, il y a toujours des personnes qui sont là pour qui sont là pour ensuite en tirer les bénéfices et faire que ça aille dans leur sens. Je suis pas tout seul. La vie, c'est bien la vie. Laurent, si tu veux rebondir là-dessus, puis nous dire un peu ce qui vraiment est le plus important pour toi dans ton travail, peut-être. Ouais. Le plus simple et le plus honnête, c'est que je raconte tout simplement comment ça s'est fabriqué, comment c'est parti. Hein, voilà, les choses sont simples, concrètes et humaines. Lorsqu'on est confiné le 17 mars, moi dans mon métier universitaire, tout s'arrête absolument. Il n'y a plus aucune réunion, plus aucun cours, plus rien du tout. Donc moi j'ai pas un gros truc sur le feu puisque je viens de sortir en fait un livre qui fait partie des victimes du premier confinement, puisque toutes les conférences, les signatures, les librairies, les machins, tout ce qui était prévu, la totalité est annulée. Donc j'ai rien de spécial sur le feu, je termine quelques dossiers en cours, quelques articles scientifiques en cours d'écriture, machin, et puis surtout j'ouvre les yeux tout grands devant ce qui se passe, bon, comme tout le monde, avec peut-être la différence d'autres de mes concitoyens, c'est que je suis pas quelqu'un qui est naturellement enclin à la peur, mais je commence toujours par réfléchir en essayant de bloquer mes émotions, voilà, pour réfléchir tranquillement. J'ai toujours fait ça, et comme j'ai travaillé quand même sur des sujets qui étaient pas très ragoûtants, hein, j'ai travaillé sur les homicides, les viols, machin, il vaut mieux bloquer les émotions si on veut réfléchir un peu tranquillement et dire des choses sérieuses. Voilà, parce que sinon, à part déverser des émotions, crier à l'indignation, blablabla, parce qu'il n'a aucun intérêt, tout le monde peut faire ça et de la même manière. Donc, je réfléchis et très vite, il se passe des choses que simplement je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas.
Et mon réflexe, ma déformation professionnelle, quand je comprends pas, c'est de chercher pour essayer de comprendre, quand même, de trouver une explication, parce que j'ai du mal à supporter intellectuellement de pas comprendre. Alors, quand c'est sur un petit détail d'un truc qui ne me concerne pas vraiment, c'est pas très grave. Mais enfin, quand c'est quelque chose qui nous est présenté quand même comme l'événement mondial absolu, il vaut mieux quand même comprendre un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, je peux pas vivre correctement et dormir correctement si je comprends pas les choses. Donc alors qu'est-ce que j'ai pas compris? La première chose que j'ai pas compris, c'est dans le désordre, et je pense pas qu'il y ait un ordre précis, mais d'une part, j'ai pas compris pourquoi la réponse à une épidémie était le confinement. J'ai pas compris, parce que j'ai quand même un petit peu de mémoire. J'ai vécu 10 ans avant H1N1, l'autre épidémie. Je me souviens un petit peu ce qui s'est passé, y compris dans les dérives du discours de l'OMS, dans les dérives de la politique vaccinale. J'ai quelques souvenirs de ces choses-là. Par ailleurs, il se trouve que l'histoire des maladies, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. J'ai travaillé dessus, j'ai fait des études aussi en histoire. J'avais un père médecin. Bon, bref, il y a un certain nombre de choses que je connais. J'ai un certain nombre de documents, de livres sous la main, etc. J'en profite pour relire 2-3 manuels d'infectiologie. Je cherche et il est écrit nulle part que face à une épidémie, on confine. Enfin, c'est écrit éventuellement s'il y a un petit chapitre historique sur la peste au Moyen-Âge au début du livre, mais en dehors de ça, nulle part c'est écrit. Bon, on parle de tests, on parle d'isolement, on parle de soins, on parle d'un tas de choses, mais bon, voilà, on parle de protection, on parle de lavage des mains, on parle de plein de choses, mais on parle jamais de confiner la totalité des populations, jamais nulle part. Donc ça, déjà, j'ai pas bien compris, donc j'ai cherché à savoir. Deuxième chose, j'ai pas compris, ou en tout cas j'ai pas approuvé ce que vous évoquiez tout à l'heure tous les deux, à savoir la peur, le fait de mettre la société dans une situation de tension absolue, de peur. J'ai pas compris cette façon de scénariser, de ritualiser presque la peur, parce que je veux dire la conférence de presse de Monsieur Salomon le soir à la télévision, c'était une espèce de rituel macabre dans une ambiance mortifère. Je veux dire, il manquait plus que un petit adagio de Beethoven derrière, machin, et puis c'était tout le monde pleurait par terre, et puis c'était quand même incroyable, c'était mis en scène cette chose-là. Il m'a semblé que c'était pas une bonne chose. C'était pas une bonne chose dans la population voilà. Je suis par ailleurs quelqu'un qui est extrêmement attaché à la liberté, extrêmement attaché aussi à l'idée que le but, et moi ça justifie aussi mon métier, mon éthique professionnelle, il y a une dimension d'éducation. Je cherche à faire grandir quelque part les individus, donc les traiter comme des petits enfants en leur disant il faut avoir très peur, fais-toi tout petit, cache-toi sous la table, c'est pas du tout la façon dont moi je pense le monde. Je pense au contraire qu'il faut responsabiliser les gens, les élever, les traiter comme des adultes, leur donner de l'autonomie, de la responsabilité, les rendre plus solidaires entre eux. Voilà, un petit peu le contraire de tout ça. Donc ça, j'ai pas approuvé, on va dire, cette façon et très vite, en plus, j'ai vu qu'elle était systématique. C'est-à-dire que tant dans la communication du gouvernement que par ailleurs dans son relais médiatique, étaient systématiquement traités les messages qui font peur, de manière systématique. Voilà. Si vous avez pendant une semaine une courbe qui monte pendant 4 jours, on ne parle que de ça sur les 4 jours. Si elle baisse les 3 autres jours, personne n'en parle jamais. Je prends un exemple simple, un peu bébête presque, mais tellement évident. Tout ce qui va dans un sens était relayé, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là était passé sous silence. Cette dissymétrie est le contraire de l'objectivité et le contraire de la neutralité. Donc, voilà, c'est un exemple un peu bébête, mais tellement évident, et tout va globalement dans ce sens-là. Ensuite, il y a une troisième chose qui est arrivée et qui est sans doute de toutes celle qui m'a le plus questionné et au final le plus choqué, à la fois intellectuellement et moralement. Là, c'est quasi inséparable. C'est c'est le fait de refuser de soigner les gens, de dire qu'on ne peut pas soigner les gens. Voilà. Il faut avoir très peur, il faut se cacher sous la table, et on en sortira de notre planque là sous la table, on n'en sortira que le jour où il y a un vaccin miracle qui va arriver. C'est ça le truc. C'est ça le truc qui s'est mis en place, c'est ça la doxa, c'est ça le fond de ce discours qui s'est mis en place dès le début, qui a été promu activement par l'Organisation mondiale de la santé, il faut dire les choses, qui a mis en place toute une stratégie de communication dans sa cellule de Genève, en recrutant des communicants, en recrutant ensuite derrière des influenceurs
en particulier d'ailleurs sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., et qui a mis en place cette stratégie. Il faut avoir très peur, cachez-vous sur la table et n'en sortez que le jour où il y aura un vaccin. Voilà. Et en attendant, cachez-vous pour pas avoir le virus, puis ceux qui l'ont, s'ils s'en sortent, tant mieux, s'ils s'en sortent pas, tant pis. Et ils crèvent. Est-ce que tu peux dire peut-être d'où vient cette doctrine? Parce que j'ai vu ça que tu l'expliquais, tu vois, la mutation dans les financements de l'ONS, comme ça fera le lien. Ah, pour parler de l'OMS, oui. Ouais. Là encore, je veux dire, dis-moi qui te paye et je comprendrai mieux ce que tu dis ou l'intérêt que tu as à le dire. Peu de gens savent que le premier financeur de l'Organisation mondiale de la santé en 2020, ça n'est pas un État, c'est même pas les États-Unis, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. C'est le premier financeur de l'OMS, que ce soit en don direct de la fondation Gates ou en don indirect des autres fondations, la fondation Avis pour la vaccination, la machin bidule, qui lui-même principalement font payés par la fondation Bill Gates. Donc le financeur numéro 1 de l'Organisation mondiale de la santé, qui se présente comme un organisme public, d'intérêt public, est en fait un financeur privé, dont par ailleurs on connaît le discours qui consiste à dire, pour des raisons que j'ignore, je ne connais pas la personne, je ne l'ai pas interviewé, ça se trouve c'est un très gentil garçon ce Bill Gates, j'en sais ficherai rien. Par contre, j'écoute ce qu'il dit, et donc ce qu'il dit en gros c'est: moi j'ai plein d'argent, puisque jusqu'à ce qu'il soit détrôné par le propriétaire d'Amazon, c'était la première fortune du monde, Bill Gates. Moi j'ai plein d'argent et je veux en faire profiter l'humanité, et pour faire le bien de l'humanité, il faut vacciner tout le monde. Voilà. En résumé, c'est ça la pensée de Bill Gates. Voilà. Donc on comprend mieux évidemment d'où vient ce discours-là. Mais ça suppose au passage de dire donc, c'est ça la chose qui était tout à fait incompréhensible pour moi, on ne peut pas soigner les gens. Voilà. Parce que moi, j'ai rien contre les vaccins, s'ils sont faits dans des conditions de sécurité minimales, évidemment. On pourrait en parler en détail longuement. Mais ils arrivent maintenant. On est en 2021, ça fait un an. Donc pendant un an, pendant 10 mois, on n'a pas soigné les gens. Voilà. Le résultat, il y a quand même énormément d'études qui s'accumulent. J'en ai moi-même publié quelques-unes, y compris une sur les EHPAD, par exemple, qui montre clairement que quand on soigne les gens, on divise par de la mortalité, pour simplifier les choses. Donc concrètement, pour le dire comme ça, et j'entends bien qu'il y a un tas de gens qui supportent pas qu'on me dise ça, bien sûr, parce que sans doute ça leur provoque une culpabilité terrible, mais c'est comme ça. Alors après, peut-être il y a aussi le fait si on devait soigner les gens, on aurait sans doute 2 fois moins de morts. Il y a aussi le fait, c'est ce qui nous aurait ramené à la mortalité habituelle des maladies infectieuses saisonnières. On les a soignés un peu. Si tu veux, il y a eu une émission qui était intéressante hier c'était une émission programmatique de la France Insoumise, mais il y avait Barbara Stiegler et Sabrina Ali Benali, je crois, et qui décrivaient comment les médecins. Toi, tu parles pas mal, Laurent, de comment la médecine générale s'est un peu émancipée. Peut-être tu pourras nous en parler. Elles deux décrivaient comment ce que tu viens de dire là, c'est le discours, c'est la doxa, c'est le discours dominant, mais comment concrètement dans les hôpitaux, pour une fois, les managers ont disparu et ils les ont laissés se démerder. C'est-à-dire, ils les ont isolés en disant il y a que les hôpitaux, ils ont fait ce qui est choquant, ils ont coupé les hôpitaux et des cliniques et de la médecine de ville, mais au moins dans les hôpitaux, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Et donc, ils ont quand même soigné un petit peu. Ils ont appris, ils ont fait des choses. C'est pas le point de départ. Le gouvernement et le discours dominant disaient on peut pas soigner. Mais concrètement, les soignants ont bossé, ont soigné. Et ce qu'elle disait apparemment, c'est que dès mai-juin, les managers sont revenus et ils ont remis la chape de plomb par-dessus, c'est-à-dire il faut soigner les statistiques. Je vais peut-être faire une nuance, Nicolas, sur ce que tu dis. Et il me semble que Laurent ne dit pas que les soignants n'ont pas soigné. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qu'il a dit et ce qui est vrai, c'est qu'on a dit aux gens n'allez pas à l'hôpital, et on a dit aussi aux généralistes n'envoyez pas les gens à l'hôpital. Ouais. Donc c'est la grosse nuance. Oui, les soignants dans les hôpitaux ont soigné, mais non, en fait, les gens ils sont pas allés. Et si vous voulez une statistique, tout le monde ouvre les yeux grands ouverts en annonçant 80 000 morts du Covid, ce qui au passage n'est pas possible parce que c'est largement plus fort que toute la surmortalité observée de 2020. Donc ça veut dire que dedans il y a plein de gens qui seraient décédés de toute façon et à la même date. C'est juste numérique ce que je suis en train de raconter. Donc c'est juste pas possible.
il y a 650 000 personnes qui sont décédées. Même s'il y en avait 80 000 qui étaient décédés de la Covid, ça veut juste dire qu'on ne décède pas de la principale cause de décès en France, ce n'est pas la Covid. On en a parlé ensemble, ça, bien sûr. Et donc, quand on a dit aux gens n'allez pas à l'hôpital, il y a des choses qui se sont passées qui sont extrêmement graves. Le recours aux urgences cardiaques et aux urgences AVC s'est effondré sur les mois de mars-avril. Enfin, dès qu'on a dit confinement, on n'allait plus à l'hôpital. Il y a allez voir sur Santé publique France, allez chercher les bulletins hebdomadaires du mois de mai qui font état de la chute dramatique des personnes qui ont recours aux urgences cardiaques et aux urgences AVC. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de crise cardiaque et d'AVC. Ça veut juste dire que les gens sont restés crevés chez eux parce qu'ils n'y sont pas allés. Et il faut savoir, en termes de nombre, les crises cardiaques en France, c'est plus de 80 000 par an. Et ça, c'est des vieux chiffres. Donc, vu qu'avec le baby boom, ça augmente largement. Et les AVC, c'est 120 000. Donc, 200 000 par an, ça veut dire que disons, sur 2 mois, ça nous fait quoi? Ça fait peut-être quelque chose comme 30 000, entre 30 et 40 000 personnes qui ont fait ça sur 2 mois et dont on sait que très peu sont finalement allés à l'hôpital. Donc, si vous regardez la surmortalité sur ces périodes-là, c'est énormissime. Donc, on n'est pas en train de dire que les soignants n'ont pas soigné les gens. Ils ont fait leur travail et même ils ont donné cher de leur personne, mais comme ils font d'habitude. Sauf qu'on a dit, si vous avez la crève chez vous et que vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas à l'hôpital et vous restez chez vous et vous prenez bien sûr. Vous prenez un Doliprane. Le vrai renoncement en soins, c'est ça, c'est d'avoir mis la pression sur les gens. Et pour qu'ils n'aillent pas à l'hôpital, et aussi très très grave, qu'on ait dit aux gens n'allez plus voir vos parents et vos grands-parents et vos voisins, alors que ce qui sauve les gens de ces choses-là, c'est justement d'avoir du monde qui passe et qui s'inquiète de les voir tout pâles et avoir mal au bras gauche, parce que les gens n'y vont pas naturellement. Donc la case du lien social aussi, elle est absolument délétère et elle tue des gens. Bien sûr. Non, mais moi je suis d'accord avec ça, juste c'est bien de l'expliciter, je pense. Vas-y Laurent. Ouais. Oui, il faut que je puisse terminer parce que... Ouais. Ce que j'ai dit, c'est pas que les médecins n'ont pas soigné les gens, évidemment. Bien sûr. C'est pas ça. C'est deux choses différentes. La première, c'est que, et c'est le décret du ministère de la Santé, c'est le décret de Véran que moi je trouve vraiment dramatique et scandaleux. C'est celui qui consiste à dire, qui consiste au fond à organiser une stratégie entre guillemets, une stratégie qui est totalement hospitalo-centrée. Hein. C'est celle qui consiste donc à dire aux gens, si vous avez des symptômes qui ressemblent à ça, c'est sans doute une forme de Covid. Tant que vous avez simplement comme symptômes de la fatigue, de la fièvre, etc., des symptômes de type grippaux, on va dire, eh ben vous prenez du Doliprane. Et si vraiment ça dégénère et que vous avez en particulier une insuffisance respiratoire, à ce moment-là, vous appelez le SAMU et vous irez à l'hôpital. Je rentre même. Après, on parlera en plus de la façon de soigner, en particulier de la question des médicaments. Mais mon premier point, c'est celui-ci. C'est cette stratégie totalement hospitalo-centrée qui a conduit à exclure de la stratégie globale toute la médecine générale, voilà, tous les généralistes. Voilà. Faut savoir qu'en France, il y a à peu près 105 000 médecins généralistes et que par ailleurs derrière, il y a à peu près 135 000 infirmiers libéraux et que l'ensemble de ces personnels, de ces professionnels du soin, c'est la médecine de première ligne. C'est l'ensemble des soignants qui sont le plus au contact de la population. C'est le médecin de famille, c'est l'infirmière qui passe toutes les semaines faire son soin à la personne malade, à la personne âgée, etc. C'est les professionnels de soins qui sont au plus près de la population. Et ce que je n'ai pas compris, et ce sur quoi j'ai travaillé, et ce qui m'a de surcroît par ailleurs révolté, c'est comment le ministre de la Santé, M. Véran, hein, et le gouvernement derrière, ont pu imaginer une stratégie qui, fondamentalement, puisqu'on était en guerre, laisse à la caserne l'infanterie, c'est-à-dire se prive de la première ligne de soins qui sont l'ensemble de ces médecins généralistes, de ces infirmiers et infirmières libéraux, qui, je répète, sont vraiment la première ligne de défense au plus près de la population. On les a squeezés. J'ai publié plusieurs articles là-dessus, dont un dans lequel j'interviewe un certain nombre de médecins généralistes, en particulier ceux qui ont transgressé il y a un médecin du Grand Est qui s'appelle, je peux le citer puisque lui il a écrit un livre, donc il parle tout à fait ouvertement, le docteur Epstein, il a écrit un livre qui s'appelle Je ne pouvais pas les laisser mourir, ça dit bien ce que ça veut dire, et il raconte comment au tout début, donc il est généraliste, il voit arriver dans sa patientèle les premières personnes qui manifestement ont la Covid, parmi eux il y a des personnes âgées, des personnes fragiles.
il constate les premiers décès. Par ailleurs, il est sur un groupe de discussion sur Facebook, le divan des médecins, où les gens échangent entre eux, et puis ils sont quelques-uns à dire, mais enfin c'est pas possible, on peut pas juste donner du Doliprane, laisser les choses dégénérer, et apprendre par la suite que notre ancien patient est mort à l'hôpital. Bon, voilà, et c'est pas possible. Et donc il réfléchit, vu les symptômes, vu ce à quoi ça ressemble, vu ce que je connais des médicaments, je vais tester ça. Bon, c'est comme ça que très vite, il va donner une famille d'antibiotiques qu'on appelle les macrolides, et va constater que ça marche très bien. De la même manière, j'interviewe une autre médecin généraliste dont je préfère, c'est elle qui le souhaite maintenant que je donne pas son nom publiquement puisqu'elle a été inquiétée par l'ordre des médecins, tout simplement parce qu'elle avait répondu à des journalistes dans la presse locale, où elle, pareil, mais quand on a fait avec elle le bilan, le bilan de son année Covid sur sa patientèle, elle a eu, c'est important de vraiment bien dire ça, que les gens qui nous écoutent comprennent ça. Elle est médecin généraliste dans un grand secteur rural, etc. Elle a eu donc au total, depuis le début de la crise sanitaire, elle a eu 350, au moment où je l'interviewais, il y a peut-être un mois et demi, un truc comme ça, 350 patients symptomatiques, ok, qu'elle a à partir du moment où elle a traité, où elle a soigné vraiment. Donc elle a oublié le Doliprane, elle a commencé à donner des antibiotiques principalement et d'autres médicaments. Quand elle s'est mise à soigner les gens, 350 malades, 4 hospitalisés, 0 mort. Du jour où elle a soigné. Avant, quand elle soignait pas, quand elle faisait Doliprane, elle avait déjà en 2 semaines, elle avait déjà autant de morts qu'elle a eu ensuite sur des mois et des mois et des mois et des mois. Voilà. C'est ça la réalité du terrain. Et c'est ça qui est absolument incompréhensible et par ailleurs révoltant dans cette stratégie. C'est celle qui a consisté à dire non, il n'y a pas de médicaments, on peut rien faire, on verra à l'hôpital si vraiment ça devient grave. Voilà. Ça, c'est dramatique parce que évidemment, après à l'hôpital, d'une part, ça devient une inégalité énorme entre ceux qui ont encore suffisamment de ressources parce qu'ils sont pris assez tôt, parce qu'ils ont un système immunitaire encore suffisamment fort et qui vont finalement quand même s'en sortir, moyennant éventuellement des grosses séquelles d'ailleurs, qui traîneront pendant longtemps, voire à vie, et puis ceux qui finalement s'en sortiront pas et vont mourir à l'hôpital, sans parler de ceux qui, l'hôpital étant débordé, surchargé, en particulier dans le Grand Est et en région parisienne, de ceux de toute façon qu'on va sacrifier parce que tout simplement il n'y a pas de place. Bon. C'est donc aberrant tout ça en disant que le but global de la stratégie et donc du confinement, c'est de pas surcharger l'hôpital, alors que la stratégie en réalité base tout sur l'hôpital. Donc on se dit les gens, mais c'est pas possible, les gens qui nous gouvernent sont stupides. J'allais te poser la question du coup. Cynisme ou incompétence? Ils sont, mais oui, mais enfin c'est ce que je pense. Ouais, pareil. Parce que si je devais penser autre chose, ce serait encore plus grave. Oui. Mais je pense qu'ils sont incompétents. Je pense que Monsieur Véran, son arrogance n'a d'égal que son incompétence en réalité. Parce que la contradiction est dans les termes. Vous fondez tout sur l'hôpital tout en disant que vous redoutez absolument l'engorgement de l'hôpital et vous passez votre temps à dire qu'on ne peut rien faire en amont. Donc c'est ça mon point. Quand je parlais tout à l'heure de soigner, je parlais pas de ce qu'on va faire en bout de course en réanimation. Évidemment que les gars ils vont faire ce qu'ils peuvent en réanimation, quoi. C'est clair. Mais c'est pas ça dont on parle. On parle de tout ce qu'on aurait pu faire avant pour éviter d'en arriver là. C'est ça la question fondamentale. C'est là qu'on aurait pu éviter fondamentalement et réduire Et c'est là qu'a joué, et je veux en parler aussi parce que c'est très important, c'est là qu'a joué un rôle majeur de diversion, la polémique Raoult. Ouais. C'est là qu'elle arrive, et c'est là qu'elle est importante. Et c'est là que je veux dire aux gens qui nous écoutent en quoi ça a été une diversion, un piège dans lequel les gens sont tombés, et parce qu'on a tout fait on leur a bien savonné le machin pour qu'ils s'y vautrent dans le piège. Bon. C'est-à-dire que est arrivé un gars qui dit « Oula, attendez, avant que ça dégénère et qu'on arrive à l'hôpital et machin, tout ça, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite et qui vont améliorer la situation. » Voilà. C'est ça qu'a dit fondamentalement Raoult, à sa façon, avec sa tronche, avec son machin, tout ce qu'on veut. Mais et alors, on aurait dû dire attendez, c'est super important ce que vous dites. Il y a quelque chose qui bidule machin. On va le tester partout, on va essayer. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'ensemble des gens qui fabriquent la doxa, donc les politiques, les journalistes, les influenceurs dont on a parlé, qui jouent un rôle encore une fois très important sur les réseaux sociaux, etc. ont mis en œuvre une grande stratégie concertée pour tuer Raoult, pour discréditer, voilà. Sous tous les arguments possibles et imaginables, politiques, scientifiques, tout ce qu'on pouvait, sa personnalité, son machin, tout y est passé.
la réalité, c'est que aujourd'hui, ça sort. Je veux dire, et au bout d'un moment, on peut rien faire. On peut rien faire contre les stats, on peut rien faire contre l'accumulation des publications scientifiques, on peut rien faire contre la question des conflits d'intérêts quand on la prend au sérieux et que ça permet de trier entre les gens qui ont des conflits et ceux qui n'en ont pas. Au bout d'un moment, ça finit par se voir. Et on finit par voir aujourd'hui que le protocole de l'EHU de Marseille, il est vraiment intéressant. Voilà. Ça n'est pas du tout un miracle, mais ils ne l'ont jamais dit. C'est comme le rassurisme, hein, c'est les médias qui ont inventé ces mots. La solution miracle du professeur Raoult. Le mec a jamais dit ça de sa vie qu'il y avait un miracle. Il a juste dit on peut faire quelque chose. Voilà. De même qu'on sait depuis des mois, on commence à en parler un petit peu là depuis quelques semaines, qu'il y a un autre médicament très ancien qui s'appelle l'ivermectine, qui est à la base un antiparasitaire, qui également, sans doute même, a un rôle encore plus efficace en thérapie précoce que l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Ces choses-là sortent aujourd'hui et il faut voir encore, il y a quelques semaines, la question est posée par une députée étonnante, hein, que la crise a révélée. La crise révèle aussi des gens courageux, Madame Vonner, hein, qui a posé la question au Premier ministre, Monsieur Castex, qui la regarde en disant « mais je ne sais pas de quoi vous parlez, Madame ». Le mec sait pas de quoi on parle. On lui dit il y a des médicaments pour un traitement précoce pour aider les gens dans ce qui est censé être la priorité numéro 1 de l'État depuis 1 an, et le chef du gouvernement répond je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà. Ces choses-là sont tout à fait énormes, et c'est là à mon sens qu'il y a pour moi, il y a la chose la plus importante, la plus révoltante. Alors comment l'expliquer? On a parlé de l'incompétence des gens qui nous dirigent, c'en est une. Mais j'ai très rapidement publié également un article dans l'Australienne Journal of Sociology, peu importe, dans une revue de sociologie, pour rappeler qu'il y a un autre enjeu fondamental derrière ça, qui est que l'hydroxychloroquine de Raoult, comme l'ivermectine, qui est développée dans plein de pays, hein, y compris des énormes pays, enfin on pourrait parler de l'Inde, des Français au plus, je crois que hein, tout se passe en France, mais c'est une blague, hein. Ces médicaments ont la particularité d'être des très vieux médicaments qui sont depuis très longtemps dans le domaine public et dont les génériques valent 1, 2, 3 euros en pharmacie. C'est-à-dire que ces stratégies-là ne coûtent rien. On pourrait se dire, bah, deuxième raison pour laquelle on aurait dû sauter dessus. Oui, sauf que des médicaments qui ne coûtent rien font directement une concurrence effroyable à par ailleurs des médicaments sous brevet que certains industriels de pharmaceutiques cherchent à vendre. Ce qui amène à s'interroger sur une des choses qui a marqué cette crise, hein, et qu'on peut symboliser à travers le nom d'un autre médicament qui s'appelle le Remdesivir, hein, qui est présenté comme un antiviral, promu par un laboratoire, un industriel, il ne faut pas employer laboratoire, il n'y a pas de labo d'ailleurs, c'est un industriel pharmaceutique qui s'appelle Gilead Science, et qui est dans son fonctionnement une caricature du capitalisme financier dont on parlait tout à l'heure. Hein. Il faut regarder ses actionnaires, c'est tous les grands fonds de pension qui tiennent, c'est le CAC 40, c'est la bourse de New York, quoi. Très clairement, très clairement. Donc c'est des gens qui vont acheter quelques médicaments et investir dedans, comme on investirait dans tel secteur de l'agroalimentaire, dans les bagnoles, dans je ne sais quoi, peu importe. Le but du jeu est de faire du fric et rien d'autre. Hein. Voilà, on vend ça comme, enfin, on fait du médicament ou du vaccin comme on ferait de la bagnole, du yaourt ou autre chose, peu importe. Et dès le départ, cet industriel qui développe depuis des années une stratégie d'influence et de corruption, hein, extrêmement puissante, qui est chiffrable là aussi, puisqu'il y a une partie de la réalité qui est déclarée, parce que les gouvernements ont mis en place au fil des ans quand même des obligations de transparence, hein, comme c'est le cas pour les élus qui doivent déclarer leur patrimoine, par exemple. Hein, il y a aussi les médecins doivent aussi, en théorie, déclarer l'argent qu'ils reçoivent des industries pharmaceutiques, hein, qu'ils reçoivent tout le temps, que ce soit pour faire des recherches, pour assister à des colloques, pour des dîners de gala, etc., etc. Et c'est parfois des sommes tout à fait colossales. Hein, c'est bien au-delà du salaire. Il y a des gens qui doublent, voire qui triplent leur salaire comme ça, faut le savoir. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. Et ce médicament était promu par certains des experts de l'OMS et certains des membres qui entourent dans tous les pays, mais aussi en France, certains des conseillers du pouvoir, y compris au sein du fameux Conseil scientifique Covid-19. C'est ça la réalité. Et
Et c'est d'ailleurs une des choses c'est une des choses que Raoult a dit au début, d'ailleurs, quand il est arrivé dans le conseil scientifique. Vous vous souvenez qu'il y a été, puis il s'est barré très vite. Bon, il a dit une des choses qui m'a choqué, c'est de voir un des médecins les plus influents, il y en a deux, c'est pas compliqué, hein, donc il y a Monsieur Delfrécy et Monsieur Yaspanana, qui tutoyait le représentant de l'industriel pharmaceutique qui était assis là. Bon. Cette question des conflits d'intérêts générés par la stratégie de trafic d'influence des industriels pharmaceutiques, qui sont aujourd'hui une caricature de capitalisme financier, c'est un enjeu fondamental de cette crise. C'est dramatique, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a des histoires de gros sous, de très 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 gros sous qui sont cachés derrière, à la fois pour fourguer à tout prix d'abord un médicament qui non seulement ne marchait pas, mais qui est même extrêmement dangereux, le remdesivir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'à l'IHU de Marseille, ils pensent que le remdesivir est même une des causes d'apparition des variants. Hein. J'ai entendu. Hein. C'est dire la gravité des choses. Or, c'est promu en janvier, en février 2020 par l'OMS et par certains des conseillers du pouvoir en France, comme dans d'autres pays. Hein. Alors après, peut-être au-delà de ça, il y a aussi l'idéologie du management qui contamine tout. Enfin, je veux dire, ça a contaminé l'hôpital, la police. Tu connais bien, toi, tu as fait un travail sur la délinquance, donc j'imagine que comment le management, ça pour moi, ça pourrait être une autre. Si tu veux, au-delà de, c'est parce que c'est stupide le management. Moi, quand je travaille dans l'informatique, et le management de l'informatique a remplacé la gestion des grands industriels de la production de bagnoles. C'est un truc qui rend complètement débile, quoi. Donc au-delà des conflits d'intérêts, au-delà de la stupidité. Mais alors après, la question sur laquelle j'aurais aimé arriver, et t'as commencé à l'aborder un peu, c'est au-delà du gouvernement, de ces histoires de gros sous, de ces histoires de pourquoi toute cette élite, et dans cette élite, y compris les opposants politiques, dans tout le champ politique, dans tout le champ artistique, dans tout le champ, pourquoi il y a si peu dans le champ universitaire aussi, que peut-être tu connais bien quand même. Pourquoi pour moi, à ma connaissance, t'es la seule voix, Laurent, qui a si tu veux, je l'ai déjà dit, mais tout ce qu'on a pu intuiter, travailler. Bon, Pierre, il fait un travail un peu, mais tu vois, qui met ces choses-là en ordre, où tu gardes la ligne de crête entre la doxa, justement, le discours dominant, et le complotiste. Alors, bien sûr, on t'accuse de complotisme. Enfin bon, moi, je trouve que tu fais bien le numéro d'équilibriste quand même. C'est dur, mais t'en payes le prix. Mais c'est ça. Alors, merci, ça fait plaisir d'être compris. Effectivement, c'est ça que j'essaie de faire. Je suis plus tout seul. Hein, moi, j'ai commencé à publier mon premier article. C'est fin mars sur mon blog de Mediapart, qui a ouvert une série, en fait. C'est une enquête où j'ai publié des épisodes. Je dois en être au 40e aujourd'hui. Hein, donc. Et ce qui s'est passé, c'est que, comment dire, le confinement, c'est aussi le confinement de la pensée. La peur, ça touche tout le monde. Et par ailleurs, comme disait mon grand-père, qui était un artisan, le diplôme ne protège pas de la connerie et ne protège pas non plus ni du conformisme, ni de toutes les formes de soumission, de lâcheté, de que sais-je. Voilà. Donc les universitaires sont des gens comme les autres, faut pas croire. Ils sont conformistes comme les autres, encore plus soucieux du qu'on dira-t-on, de la reconnaissance, de à quoi leur nom est associé, de machin, de bidule, voilà. Donc faut pas croire que le diplôme rend les gens plus intelligents au sens d'une forme de lucidité, de capacité à penser au-delà du conformisme, au-delà des modes, au-delà des machins. Non, voilà, la plupart des gens sont conformistes. C'est d'ailleurs ce qui tient aussi la société, hein, les phénomènes de conformisme. Voilà, est-ce que c'est même pas l'inverse carrément parce que tu vois, on a parlé des papiers scientifiques. Il y a un certain nombre de papiers scientifiques qui sont sortis, même dans des très grands journaux scientifiques considérés comme, je vais prendre Nature, The Lancet, qui disent des choses qui sont une bêtise monumentale sur l'épidémie actuelle, avec la mise en œuvre. Par exemple, de modèles statistiques qui ne tiennent absolument pas la route, basés non seulement sur des mauvaises données, mais où tout est pris dans le mauvais sens, avec pourtant des dizaines de noms qui sont des gens qui ont des bacs plus 10 dessus, qui viennent apporter leur pierre à l'édifice, avec des économistes, des gens qui font de la virologie, etc. Et tout le monde qui participe à ça
Et du coup, ça donne vraiment l'impression que le diplôme, ça ne protège pas de la connerie, mais c'est même pire. Cette volonté de conformisme, elle pousse des gens à utiliser au maximum les compétences qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont pour renforcer le discours dominant, pour y gagner quelque chose. Donc non seulement ça ne protège pas, mais en plus, selon la volonté des personnes, finalement, ça la renforce. On peut avoir des gens qui sont des forces au discours dominant parce qu'ils vont aller chercher tout ce qu'ils peuvent pour réussir à y participer. Oui, bien sûr. Bon, mais ça c'est malheureusement classique. C'est aussi les phénomènes de cours. Hein. Voilà, j'ai un certain nombre de gens qui, pour des raisons diverses, de postes, de places, il y a qu'à voir comment les médecins, les scientifiques qui ont été les principaux étendards de la doxa, il faut voir comment ils se sont ces dernières semaines récompensés à coup de prix, de médailles et de trucs. C'est incroyable, c'est hallucinant en fait. Hein. Bon voilà. Donc oui, ça c'est des phénomènes de cours. Voilà, c'est des phénomènes de cours assez classiques. Mais la plupart si on parle de mes collègues 2 secondes, mais c'est pas le problème. Hein. Moi j'ai pas de soucis, j'en veux à personne. Mais la plupart de mes collègues d'abord sont comme tout le monde, donc globalement conformistes, etc. Et puis par ailleurs, on peur. Pas forcément du Covid, mais peur aussi du qu'en dira-t-on, et peur des réactions que suscitait toute parole un peu contraire. Moi, j'en ai pris vraiment plein la figure. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas eu envie de vivre ça, ou qui ont eu peur de ça. Ou voilà, il y a un certain nombre de personnes, par exemple, qui m'ont dit en privé, c'est formidable ce que tu fais, mais je signerai pas ta tribune parce que j'ose pas. Voilà, parce que je veux pas me retrouver à machin. Bon. Il faut savoir qu'il y a des journalistes, encore une fois, dans leur entreprise de servile, hein, d'amplification encore de la propagande gouvernementale. Quand je publiais une tribune avec des centaines de noms derrière, loin de se dire ah bon, ben donc il y a une contradiction, c'est intéressant, faut creuser, faut peut-être machin. Loin de se dire ça, il y a des journalistes qui prenaient leur téléphone et qui appelaient les gens qui étaient sur la liste des signataires pour leur dire mais enfin qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce qui vous a pris non mais c'est ça le truc, hein. C'est un genre d'inquisition, quoi. Faut se rendre compte de la chose. C'est incroyable, vraiment incroyable. Bon, bref. Donc il y a eu tout simplement ça. Hein. Il y a aussi beaucoup de gens qui avaient pas envie d'être ennuyés, voilà, ou de s'exposer de manière, voilà. Bon, mais néanmoins, moi j'ai eu à partir de la fin du mois d'avril, au fond, une fois passé un premier moment de sidération, et puis quand j'ai commencé à accumuler un peu quelques données, il y a eu très rapidement des collègues qui m'ont écrit, et petit à petit, il y a une espèce d'équipe informelle qui s'est formée. Il y a une vingtaine de personnes maintenant qui tournent régulièrement, que je publie. Je pense, j'ai pas fait les comptes, mais enfin, je pense que je publie autant, si ce n'est même un petit peu plus, d'autres de mes collègues que moi-même sur mon blog, qui est devenu une espèce de petite revue électronique, au fond, quelque part, quoi. Donc, il y a quand même un certain nombre d'autres gens qui sont venus aussi, et qui ont nourri ça, et qui partagent tout à fait ça, et qui ont eu ce courage, hein, encore une fois, de s'exposer publiquement, voire même de travailler activement, activement à ça. Et je suis tout à fait confiant sur le fait que dans quelques mois, dans quelques années, ce qu'on disait sera admis, hein, deviendra des choses relativement évidentes, nonobstant les choses qu'on a pu dire trop vite parce qu'on n'avait pas encore assez de données, ou bien sûr on a dû faire un tas de petites erreurs, mais je ne pense pas que ça le deviendra. Tout comme je suis persuadé que la plupart des gens qui se sont acharnés en sens inverse, évidemment, n'auront jamais le courage de reconnaître qu'ils ont pu se tromper. Voilà, ça c'est quelque chose que je constate aussi, beaucoup malheureusement, beaucoup autour de moi. Bon, mais peu importe nos petites personnes. Ce qui est sûr, c'est que voilà, néanmoins, c'est un des lieux où existe ce travail critique alternatif. Je suis loin d'être tout seul. Quand je parle d'une vingtaine de personnes, ce sont exclusivement des universitaires ou des médecins, hein, qui on passe notre temps à discuter, à échanger des informations, à fabriquer des processus de publication. Quand je publie quelque chose, il est relu, il est travaillé, etc. Il y en a encore plusieurs autres qui vont sortir. On va par exemple, je vais publier, il y a un travail qu'on est en train de faire avec Pierre et avec Laurent Toubiana sur les statistiques de mortalité. Il y a un travail qu'on est en train de faire sur qu'est-ce que c'est que ces modèles mathématiques
qu'on a utilisé pour nous effrayer depuis le début. Hein. Qui c'est ce monsieur Ferguson qui nous annonçait qu'il y aurait des millions de morts partout. Rien qu'en France, il devait y en avoir l'équivalent d'une année entière de mortalité. Hein. C'était ça au début, hein, quasiment 600 000, lui disait 500. Hein. Qu'est-ce qui fait que monsieur Macron, encore pour justifier le deuxième confinement, nous dit qu'on va avoir 400 000 morts cette fois-ci? Voilà, d'où viennent ces projections, ces modèles, qui sont ces gens-là? Ça fait partie du courant transhumaniste. Alors moi, ça serait un peu trop long d'expliquer, mais peut-être faudrait qu'on fasse une émission là-dessus un jour. Ça fait partie des choses. Bon, je suis pas sur Raoult, je suis pas un grand fanat du personnage, même si ce que tu dis, effectivement, c'est important. Et il faut dépasser la quête c'est ça. Les histoires le problème n'est pas la personne. Et ce qu'il dit qui est intéressant quand même, après ça se discute, je veux dire, mais clairement lui il s'inscrit dans cette polémique et il y a quelque chose qui dépasse les effets de cours aussi, parce que tu vois, après on va attaquer les personnes. Alors ça existe effectivement, on peut le dire, les effets de cours, mais il y a quand même deux grands courants. Il y a tout ce qu'on appelle le big data, ces trucs, la foi en la technologie, ces trucs-là. Et Raoult, il remet en cause les modèles déjà d'avant le coronavirus. Il y a un article dans Le Point où il explique sur les modèles climatiques. Moi, je suis pas un négationniste du réchauffement climatique, hein, je vous rassure, camarades. Sur ça, je vais aller plus ou moins avec la doxa, quoi. Mais quand même, il pose la question des modèles. Raoult, il dit c'est que des modèles, c'est des prédictions, c'est Madame Irma. Et donc, on base les politiques, et ça a à voir avec quelque part avec le management moderne de l'informatique qui veut tout processer, sortir l'humain. Bon voilà, c'est l'évolution de, je sais pas, notre banquier en fait. Notre banquier. Avant, on avait un banquier, c'était un banquier. Il avait du pouvoir entre guillemets, et on avait une relation avec lui parce qu'il pouvait décider des choses. Maintenant, il a un progiciel qui lui dit qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut pas faire, et c'est ça qui fantasme tous. Et ça a atteint les domaines de la médecine, de la police, tout, ça a tout contaminé. Et peut-être que c'est ça qui, au fond du fond, explique cette grande vague de folie qui, décidément, veut pas nous quitter. Parce que quand tu dis dans quelques mois, je dis ok. Si tu dis quelques années, je pleure, j'en peux plus. Et moi, personnellement, ça va. Mais il y a des étudiants qui se foutent en l'air. Des étudiants, des jeunes, des vieux qui meurent comme des chiens tout seuls. Enfin, c'est grave ce qui se passe, quoi, tu vois. Et c'est... Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est très important. La question, c'est qui mène le monde au fond, hein, et donc ce qui mène le monde, on a l'impression que c'est, on va dire, c'est un quatuor, hein, en fait, entre un banquier, un industriel, un manager et un communicant. Voilà, pour que tout ça vienne lisse, tout passe bien, que les bons messages, voilà, il faut produire, faut gérer le pognon, faut gérer les gens qui vont bosser, et puis derrière, faut gérer le marketing, quoi. Hein, pour le nudge, t'as entendu parler du nudge? Barbara Altstigler parle du nudge. Vous avez entendu parler de ça, Pierre? Mais tout à fait, mais ouais. C'est une autre chose qui est tout à fait fascinante, hein, c'est-à-dire que comment on le voit fortement là, avec la mise en place de la campagne vaccinale, hein, c'est-à-dire que le gouvernement va chercher un cabinet américain pour qu'il la France. Avant ça, l'auto-attestation, c'est du nudging déjà. Mais on est un des seuls pays à le faire, c'est du nudging. Alors le nudge. Si vous pouvez juste préciser ce que c'est le nudge, parce que là, on sait pas. Enfin, moi je sais, mais alors l'exemple, on l'a donné déjà dans une émission précédente. Moi, je trouve cet exemple, il est simpliste. C'est la petite mouche qu'on met au fond du chiotte dans les pissotières pour que nous, les messieurs, on pisse droit. On met un petit truc qui attire notre attention et en fait, ça marche. On constate empiriquement que ça marche et qu'il y a beaucoup moins de bonshommes qui pissent à côté, en fait. Et c'est ces petites techniques ça passe par l'inconscient. Ce qui est un des cœurs du nudge, c'est du neuroengineering, on va dire, pour utiliser des gros mots. Et une des choses importantes pour les gens qui travaillent sur le nudge, c'est surtout ne pas s'adresser à l'intelligence des gens. C'est pas ni faire confiance ni s'adresser à leur intelligence, c'est passer par leur inconscient. C'est-à-dire on met un truc au fond du chiotte, on te l'a pas dit, on te dit pas ce que c'est, tu te poses la question, bim, ça marche. Ah, c'est ça le nudge. Je sais pas si c'est clair. Alors actuellement, justement, pour faire encore une petite parenthèse, est-ce que à travers les médias, les politiques n'utilisent pas une forme de nudge pour détourner un peu notre attention sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, en parlant par exemple c'est pas le thème de l'émission, mais de l'islamo-gauchiste. On peut en parler parce que c'est pas le thème de l'émission, mais on parle de stratégie de la peur. Et qu'est-ce que c'est que l'islamo-gauchisme si c'est pas une stratégie de la peur, hein, je veux dire. Mais ça après peut-être puisqu'on va peut-être devoir, je sais pas, Vincent, voilà. où sont les batteries, etc. Il reste 12 minutes. Bon, c'était juste une parenthèse, mais on fera une émission parce qu'en fait ce soir vous avez parlé plein de choses là-dessus. Ouais, parce que moi j'aime placé là-dessus aussi. Ouais. Parce que moi j'aime pas trop parler de
Moi, je cumule rassuriste et islamo-gauchiste, quand même. Bah, bien sûr, bah, c'est évident. Est-ce qu'on peut pas dire que le plus gros nudge actuel, c'est justement, alors je le dis en tant que statisticien, mais c'est l'utilisation du chiffre. Et oui, bien sûr. On peut presque dire que on est dans le. Tu parlais du management, mais tout ça, ça va ensemble. C'est un peu aussi les expériences de Milgram. C'est le chiffre, c'est le truc derrière. On peut se cacher pour justifier ce qu'on est en train de faire. Et donc faire croire aux gens que ce qu'on est en train de faire, on n'a pas le choix parce que le dieu statistique nous l'impose. Et c'est ce qui a été fait tous les jours, notamment dans la stratégie de la peur, si on veut reboucler avec le titre de l'émission. C'est ça, c'est l'utilisation du chiffre pour se cacher derrière, pour pouvoir mettre en place des décisions qui n'ont absolument pas lieu d'être. Et on a été encore plus loin dans ce chiffre, parce que non seulement il y a eu plein de chiffres, on a été abreuvé de chiffres qui n'ont pas de sens statistique, qui peuvent même pas s'additionner tout ça, mais qui étaient donnés tous les jours. On en a parlé tout à l'heure, Laurent, avec Salomon qui tous les jours donnait son nombre de morts, qui est un nombre de morts ridicule au passage. Quand on annonce 500 morts à la télé dans une journée, en France, il y a plus de 2500 morts qui meurent dans la journée quand on est en période épidémique. Donc juste si on sait juste ce chiffre-là et qu'on voit Salomon à la télé, on tombe de sagesse en disant mais qu'est-ce qui nous annonce? Enfin bref, je passe. Mais il y a vraiment eu ce truc-là du chiffre choisi pour faire peur et dans un sens qui faisait peur, avec le truc encore pire dont tu as parlé tout à l'heure, et donc s'il faut vraiment faire le bilan avec les études scientifiques, c'est que quand le chiffre ne fait pas peur, parce qu'en fait il n'y en a pas qui font peur actuellement, on en invente. Et le principe des études Ferguson et les autres, c'est de ne pas publier de chiffres qui existent, mais d'inventer du chiffre, c'est-à-dire de mettre en place des modèles. Mais un modèle, ça te dit juste ce que tu as mis dedans. Enfin, ça n'a pas vocation, ça n'a pas de prise avec la réalité, un modèle. Un modèle, c'est autoconstruit. Et tu fais un certain nombre d'hypothèses, et lui, ils explicitent pas ces hypothèses. Et quand il les explicite, on tombe de sa chaise parce que tellement elles sont stupides. Mais bref. Et donc, on est vraiment dans je pense, dans ce nudge-là, c'est-à-dire l'utilisation permanente du chiffre pour faire croire aux gens que ce qu'on fait, c'est intelligent. Et avec le dépassement qu'on a vécu depuis 2020, c'est quand on n'a pas de chiffres pour dire que ce qu'on fait, c'est intelligent parce que ça n'existe pas, bah, on peut les inventer. et expliquer que le futur, ce sera le chiffre qu'on annonce. Et donc, il faut faire ce qu'on dit parce qu'on veut pas que le futur soit catastrophique. Mais ça dépasse l'histoire du nudge. Il y a un bouquin que je vous conseille qui est vraiment super intéressant, c'est Vincent de Gaulle-Jacques qui a écrit sur la société malade de la gestion, parce qu'on ne disait pas management à l'époque, il a plus de 20 ans ce chiffre, et il avait inventé une nouvelle maladie, c'était la cantophrénie, c'est-à-dire la maladie de tout compter. C'est consubstantiel à la gestion et au management moderne, cette utilisation du chiffre. Ouais. Et surtout, c'est devenu l'élément clé du marketing politique. C'est-à-dire que les chiffres, c'est l'argument d'autorité. J'avais il y a 12 ans maintenant, 2009 je crois, enfin en tout cas au moins une dizaine d'années, on avait publié sous un pseudo collectif à la découverte, le pseudo c'était Lorraine Data. On avait publié un bouquin collectif qui s'appelait le grand trucage, sur les statistiques et les rhétoriques politiques et les usages, voilà, comme des chiffres comme argument d'autorité, en montrant que en matière de chômage, en matière de délinquance, etc., c'est tout ce qui se cachait là-dessus. Comment faire pour donner l'impression qu'on fait baisser une courbe du chômage, ou comment a fait Monsieur Sarkozy pour donner l'impression qu'il faisait baisser la courbe de la délinquance. Bon. Alors ça renvoie derrière à la question du management des organisations, c'est certain, mais au départ, c'est un marketing, c'est une stratégie, c'est une forme de rhétorique qui utilise le chiffre comme argument absolu, argument d'autorité absolue. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui a pris effectivement une très très grande importance. Et de ce point de vue-là, la crise Covid, j'ai tendance à dire, on le savait déjà. Ça l'a encore un peu plus renforcé au sens où, franchement, il y a quand même un certain nombre de dépêches de l'AFP et derrière d'articles qui sont du rewriting de dépêches AFP, qui fondamentalement sont du blabla autour de chiffres, rien d'autre. Il n'y a absolument aucune information autre, absolument rien. C'est que du blabla autour de chiffres. Et je pense que si on faisait c'est monstrueux à faire comme travail, mais enfin si on prenait par échantillon 1000 articles de presse ordinaires traitant du Covid de telle date à telle date, machin, on pourrait sans doute mettre en évidence très fortement ça. Que le premier type d'article qui sortirait, c'est de la paraphrase de chiffres qui par ailleurs sortent d'un communiqué du ministère de la Santé, du Conseil scientifique ou de l'INSERM pour l'essentiel, repris prémâché par l'AFP, puis repris en série par toute la presse. Donc oui, ça a joué un rôle majeur, et la preuve que ça marche, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les gens qui à 6 heures du matin vont checker
alors aujourd'hui, combien de morts? Voilà, c'est un truc qui marche trop bien, hein, qu'on a trop bien réussi à faire entrer dans la tête des gens. Et c'est juste effrayant parce que ça cache effectivement ce que tu disais tout à l'heure, Nicolas, à savoir quand même des formes de déshumanisation fondamentale de notre façon de penser notre société, de penser les liens entre nous. Mais on pourrait aller loin là-dessus. Moi, j'ai relié ça aussi à, par exemple, aux tentatives. Alors, tu parlais du big data. Moi, sur les questions de sécurité, j'ai rencontré depuis longtemps ces questions-là aussi de big data, de vidéosurveillance, qui posent toutes ces questions-là. Hein. Au bout d'un moment, est-ce qu'il faut mieux un policier intelligent sur le terrain ou une caméra va régler tous les problèmes? C'est aussi une caricature de cette tendance-là. Et on l'a vu aussi sur le Covid avec l'histoire des applications. Hein. La première, c'était Stop Covid. Puis là, il y a la deuxième dont j'oublie le nom à l'instant. Parce que c'est la fin de la journée, je bosse depuis 6 heures, je suis un peu fatigué, mais hein. Covid Tracker, je crois. Covid Track, voilà. Ce qui était sidérant là-dedans, c'est toujours pareil. C'est fondamentalement la logique de base. C'est, je pense que je suis peut-être contaminé. Ou peut-être j'ai rencontré, peut-être machin. La première personne à qui j'ai en parlé, c'est mon médecin. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est un test qu'il faudrait que je fasse chez lui. Évidemment, je vais le faire dans son cabinet. Il faudrait pour ça qu'il soit protégé, donc qu'il ait un masque. On est en train de relier tous les machins qui justement manquaient, qu'on n'a pas voulu faire. Voilà. Donc et à la place de ça, pas grave. Oublie le médecin, oublie toi-même, hein, oublie ta famille, oublie tes voisins, machin. Par contre, télécharge l'appli, renseigne le petit questionnaire qu'on t'a mis, et nous allons te sauver. Parce que nous savons, et que l'appli, elle sait. Bon, c'est ce monde-là dont il est question et qui devrait nous inquiéter. Bah oui, c'est la fin du rôle du médecin, c'est la fin du rôle finalement des gens à qui on avait attribué, enfin qui ont une mission de service public. C'est la fin du rôle du prof actuellement aussi. Tout ça, on a cette logique-là. C'est la fin du rôle des banquiers, tu en as parlé, mais quasiment tous les métiers, c'est la fin des rôles des guichetiers aussi, partout, qu'on a des pages web. Donc en effet, cette déshumanisation de la société pour la remplacer par du chiffre automatique, c'est vraiment une direction qui est extrêmement forte, qui est prise. C'est notre projet. C'est le projet. Et c'est le projet qui permet à celui qui détient le capital, tout simplement, de s'enrichir en arrêtant de filer du pognon à celui qui avait faisait le boulot avant. Hein. Et actuellement, avec cette mouvance actuelle, et si les médecins laissent le conseil scientifique ou d'autres prendre la main sur le soin en général, et c'est-à-dire décider de ce qu'est le soin qui doit être donné à tout le monde et tout remplacer par des picousses magiques, enfin très clairement, ils vont assister à la fin de leur métier, comme il y en a d'autres qui assistent en ce moment. Hein. Les profs actuellement qui avant avaient la responsabilité de l'apprentissage de leurs élèves et qui maintenant vont devoir juste faire passer des cours prémâchés sur tablette à leurs élèves, c'est ça aussi. On déresponsabilise des gens, on leur enlève la responsabilité de leur fonction pour le remplacer par du chiffre, de l'algorithme et des gens qui vont décider tous à leur place parce qu'ils sont plus malins qu'eux. Bon, du coup, alors, vite, très rapidement, pour qu'on arrive sur... Moi, je voulais quand même qu'on arrive à parler du champ politique. Là, on a évoqué tout le monde, donc on a dit tous, et ce phénomène, il touche aussi le champ politique. Et Laurent, tu as expliqué au début de la conférence des Amis du Monde Diplo, là, pourquoi c'était grave. Alors, peut-être très rapidement... comment ils ont abandonné, que ce soit d'un point de vue stratégique de communication ou parce qu'ils sont contaminés par toutes ces idées, le résultat, c'est qu'en fait, ce champ politique-là aussi, bon, ça fait longtemps qu'il décolle du monde réel, mais là, en l'occurrence, dans cette période de crise, de crispation de la doxa, de crispation de tout, en fait, si le champ politique, sauf peut-être à part une certaine partie de l'extrême droite, ne se relie pas à ce que le bon sens populaire, on l'appellera comme on veut, je sais pas ce qui fait que nous 3, 4, les gens qui nous regardent principalement, pourquoi en fait les gens, la plupart des gens, à peut-être 60-70%, on a les pieds sur terre et on voit bien la folie de tout ça, on n'arrive pas forcément à mettre des mots, c'était difficile d'avoir un discours structuré. Pourquoi dans le champ politique, personne ne s'en empare et pourquoi c'est grave, Laurent ? Là aussi, la crise nous permet, je pense, de voir de manière crue ce qui se passe dans le champ politique. Donc concrètement, on voit bien que il n'y a pas de gauche politique à part au fond, il y a une voix qu'on a entendue, c'est la France Insoumise, qui a dit très tardivement, des choses sur un aspect, l'aspect politique proprement dit. L'aspect politique, politico-institutionnel, voilà. Là, ils ont parlé. Mais dès qu'on arrivait sur le terrain un peu plus médical, il n'y avait plus personne, je sais, j'ai essayé, j'ai des contacts, plein de gens qui me connaissent, de bonnes relations, tout ça. Voilà, tant qu'on parlait démocratie, machin, tout allait bien. Dès qu'on passait aux questions médicales, pouf,
c'était plus possible. On rentrait dans la doxa et eux aussi. Voilà. Donc la gauche politique très très limitée avec cette critique-là et plus rien à côté. Il n'y a plus d'autre gauche que ça. Il faut dire les choses. Hein, c'est comme ça. Droite, on a bien vu position attentiste et dès qu'il y a une petite faille, on s'engouffre pour faire la petite critique qui va bien. On l'a vu aussi dans les commissions parlementaires qui ont été mises en place. Bon, voilà, c'est des critiques qui sont ponctuelles. Quand il y a un truc qui est vraiment très gros, le masque, le machin, bon, on y va franchement, on tape dessus. Mais bon, voilà, c'est très opportuniste, on va dire. Mais il n'y a pas du tout de discours global, de stratégie alternative, pas du tout. Voilà, c'est juste un truc un peu opportuniste. La majorité, c'est les moutons de Panurge, hein, grosso modo, sauf exception. Puis quand ça dévie trop, ils sont exclus ou ils s'auto-excluent, hein, comme Madame Bonheur. Et finalement, les seuls qui ont sans doute pour des raisons au départ intéressées, évidemment, hein, une critique un peu globale, donc qui arrive à formuler, y compris éventuellement des alternatives, bref, c'est l'extrême droite. Et donc, comme par ailleurs, cette crise arrive après une autre crise qui était celle des Gilets jaunes, hein, je veux dire, le clivage qu'on est en train d'accentuer dramatiquement entre le peuple et les élites. C'est simple, mais malheureusement, on fabrique ce simplisme, cette opposition simplisme. Ce clivage-là, c'est évident, il est massivement récupéré par l'extrême droite. Et sincèrement, je suis pas quelqu'un qui a peur de grand-chose dans la vie, mais l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en 2022, c'est quelque chose qui me questionne vraiment, alors ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Le mot de la fin. C'est très très bien dit. Je sais pas, Pierre, si ça te fait réagir. Vincent, si tu as une question ou un truc. Juste j'ai l'impression qu'en tout cas, ce que tu as dit sur la France Insoumise, par exemple, je suis aussi atterré d'avoir en effet cette uniformité de la pensée et de la France Insoumise qui se met dedans. Après, j'ai quand même noté un virage extrêmement fort de la France Insoumise depuis 2017, qui est parti d'une position, on va dire, souverainiste avec des grandes têtes dans ce sens-là, et puis qui après la défaite, a renversé complètement sa façon de voir les choses pour aller récupérer finalement ce que moi j'appelle la gauche molle, qui est complètement dans la mouvance de l'extrémisme de la peur qu'on voit depuis le début. Donc au final, moi j'y vois une certaine logique et un aboutissement malheureux d'une direction qu'ils ont prise. Alors, ça s'infléchit là. Je vous conseille tous les deux et tout le monde, une émission qui est intéressante, qui a eu lieu hier, qui n'a pas été beaucoup vue sur la chaîne des Insoumis justement, parce qu'il y a Barbara Stiegler. Barbara Stiegler qui est vraiment, s'il doit y avoir quelqu'un d'autre dans les universitaires qui quand même pense et porte non pas ses couilles mais ses ovaires sur essayer de dire des choses importantes, c'est Barbara Stiegler. Et donc ils infléchissent un peu leur discours, la France Insoumise, mais c'est tardif et c'est vraiment pas, tu vois, il y a pas de souci. Moi je trouve que c'est très grave ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Ils parlent quand même de démocratie sanitaire, ils essayent de porter le concept. Alors après, moi je sais pas si c'est un calcul électoraliste ou si c'est qu'ils étaient perdus dans comme tous les autres pour toutes les raisons qu'on a dit en fait. Hein. Eh bien écoutez, je vous remercie. Avec elle, Vas-y Laurent. Ouais. Le mot de la fin. Le mot de la fin pour Laurent et puis on se quitte là, ouais. Le mot de la fin, écoutez, Barbara, si tu nous écoutes, je t'ai lancé une perche il y a quelques temps par mail, tu l'as pas saisi, mais il n'est jamais trop tard pour. On est quand même plus fort quand on est plusieurs. Et bien puis sûr. Mon mot de la fin à moi, c'est surtout pour vous remercier pour cette émission et ce moment d'échange très 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 libre et important. Merci beaucoup. Merci à toi. Pierre, de la chaîne Décoder l'écho. Encore merci à vous. À chaque fois, évidemment, on peut s'exprimer extrêmement librement ici. Puis avec vous, Vincent et Nicolas, on a toujours une bonne ambiance, et plein de questions qui nous permettent de nous exprimer. Puis là, avec Laurent Mukieli, écoutez, on a fait tellement de sujets, c'était super. Faut continuer comme ça. Et voilà, Nicolas, en tout cas, merci d'être revenu encore ce soir pour l'émission Quoi qu'il arrive, deuxième émission, deuxième numéro. Aujourd'hui, c'était consacré à une thématique très particulière parce qu'on l'avait évoqué la semaine dernière, qu'il fallait être un peu plus positif. C'est vrai que moi, j'aime pas trop parler de complotisme et surtout de censure. Nicolas, il me dit, mais si, il y a de la censure, il y a de la censure. Et ce soir, avec Laurent Micheli, on s'est dit, finalement, il y a un peu de censure. Enfin, moi, je dis un peu parce que j'ai du mal quand même. Hein. Voilà, mais en espérant que d'ici quelques semaines, ça s'arrange mieux et qu'on ait des gens comme justement Laurent sur les plateaux de télévision avec qui on pourrait débattre, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure en off avec
avec Nicolas justement par rapport au fait que le débat scientifique est assez noyé justement dans l'espace médiatique et c'est un peu dommage. Et il n'y a pas beaucoup d'émissions, notamment en début de soirée, où on pourrait avoir ce type de débat avec des gens qui soient pour et contre, parce que c'est ça qui est important, c'est de confronter les idées. Et sur les plateaux de télévision, c'est perdu. Il y en a pas. Donc il y a. Voilà. C'est Marine Le Pen, Darmanin qui se font des bisous. Mais peut-être on peut dire, Vincent, parce que tu le dis pas, mais il faut le dire. Vous pouvez soutenir Droit Citoyen sur le Tipeee. Le lien, j'ai vu qu'il a défilé. Ouais, je l'ai remis là. Voilà, c'est une structure associative. Vincent, il fait tout, il fait le studio, il fait l'animateur. Bon, après, je suis pas tout seul, on est quand même. Projet, voilà. Je sais bien, mais tu portes un projet de réinventer un média citoyen avec des étudiants, avec très très peu d'argent. Donc si vous pouvez soutenir sur le Tipeee, si vous en avez les moyens, bien sûr, surtout n'hésitez pas. Eh bien, merci en tout cas, Nicolas. Merci à Pierre, merci à Laurent. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vais faire un petit bisou aux enfants de Pierre qu'on a vu tout à l'heure. Ça met toujours un peu d'ambiance. Moi, j'aime bien ce genre d'image. Voilà, vous les avez pas tous vus, il y en a plein. Il y en a plein. Question de chiffres, encore une fois de plus. Et voilà. Merci de nous avoir suivis. Nous étions en direct sur Droit Citoyen, le média info, le média libre qui redonne la parole aux citoyens. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt la semaine prochaine avec un nouveau numéro, en tout cas, de Quoi qu'il arrive. Et bien entendu, présent sur certaines mobilisations sociales, les manifestations, puisque comme l'a dit Nicolas, Droit Citoyen, on forme des étudiants en journalisme et il y a une toute nouvelle équipe qui arrive sur Lyon, Paris, Lille, Toulouse et Marseille. Et donc forcément, au mois de mars, on sera assez présent sur le terrain et notamment Londres. Voilà, on aura des correspondants à Londres. Voilà, nouveauté. Merci et très bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée à tous et à toutes. Qui redonne la parole aux citoyens. Libres et citoyens. Droit Citoyen est avant tout un projet étudiant. Nos intervenants stagiaires et bénévoles sont des étudiants en journalisme, en droit et en communication. Soutenez Droit Citoyen à partir d'€1 par mois. Une aide ponctuelle ou mensuelle. C'est vous qui décidez. Donnez des ailes à Droit Citoyen. Rendez-vous dès maintenant sur www.jesoutiendroitcitoyen.fr. Financement participatif via Tipeee ou défiscalisé via helloasso.com. Mention obligatoire sur jesoutiendroitcitoyen.fr.